La Tech dans les nuages, c'est le podcast qui explore les histoires fascinantes du numérique d'hier, d'aujourd'hui et même de demain. De l'autre côté du micro, nous retrouvons bien entendu mon camarade Néo, aka la personne qui tente de mettre un peu d'ordre et de rigueur dans ce projet. Comment ça va Néo? Eh ben super Boki, salut à toi. Bon, qui dit nouvel épisode dit nouvel invité, et après avoir retracé le parcours de Pascal, ingénieur IT dans l'épisode 1, j'ai sollicité un copain avec qui j'ai partagé mes 2 années de BTS informatique et qui a un parcours aussi intéressant qu'atypique selon moi. C'est donc avec un grand plaisir que nous accueillons Jérôme qui sera à tout jamais le deuxième invité de la tech dans les nuages. Comment ça va Jérôme? Ah, ça va super, ça va super. T'as vu cette magnifique introduction? C'est parfait et je me disais, on n'a pas partagé que le BTS. Ça ne sera pas coupé. On va faire quelques petits retours de certains auditeurs qui seront très intéressants en lien avec ce premier épisode officiel tourné le mois dernier. Alors, il y a l'éternelle problématique de son qu'on essaie d'améliorer sans cesse. On a encore fait quelques efforts / investissements en ce sens, Néo. Ouais, on est pas mal. 3 épisodes, 3 technos différentes. Non, on tient un truc stable, on est bien là. Est-ce que l'épisode 2 sera l'épisode où on va arriver à notre niveau d'exigence et à celui des auditeurs? On le verra. Bah écoute, ouais, on a fait la balance des blancs, normalement, on devrait être impeccable sur ce podcast. Voilà, une image parfaite. Oui, mais moi aussi j'avais ripé sur celui-là. Autre point, le fait que l'on fasse un peu moins de tunnels. Par tunnel, j'entends Néo, tu lances ta chronique ou je lance ma chronique et pendant 10 minutes, c'est monologue. C'est intéressant, mais en termes d'interaction, je pense qu'on peut améliorer ça. Donc, on va s'encourager à se couper la parole et à rebondir sur les thématiques que nous allons aborder. On fera de notre mieux. Dernière question et retour, c'était plus un débat cette fois-ci entre toi et moi Néo, où on n'a pas forcément de réponse et on sollicite du coup notre audience. C'est par rapport à notre format de podcast. Est-ce qu'on laisse un format long chapitré bien entendu, c'est quelque chose à laquelle tu t'es attelé avec ardeur, ou est-ce qu'on fait des épisodes découpés en plus du format long, peut-être au risque de spammer, peut-être pas, je ne sais pas comment ça peut être interprété par les auditeurs. Et ouais, on va profiter un petit peu des possibilités que nous offrent les plateformes sur lesquelles on diffuse le podcast, entre autres Spotify qui permet de faire des sondages. Et donc, vous aurez le droit à un joli petit sondage si vous écoutez le podcast sur Spotify, à savoir quelle option vous convient le mieux, comme l'a dit Boki. Soit on fait un gros bloc chapitré, puisqu'on peut le faire aussi dans Spotify et sur d'autres plateformes également. Soit on vous fait toujours un épisode complet et des déclinaisons découpées, plus courtes, qui peuvent peut-être mieux vous convenir pour aller courir, pour faire ce que vous voulez, mais qui du coup veulent dire à chaque fois une petite notif à chaque fois que ça apparaît. Toi, Jérôme, je sais que tu es quelqu'un qui écoute du podcast. T'es plus quel type de format long ou des petits formats courts écoutés comme ça? Alors déjà, je m'insurge parce que j'utilise Apple Podcast. Donc On diffuse aussi sur Apple Podcast. L'avantage d'Apple Podcast, c'est que je crois on peut monétiser, on peut faire payer les abonnés. ouais, moins la taxe Apple de X%. Mais Ouais, bah, évidemment. c'est toujours la fameuse taxe Apple. Ton micro marche bien, Boki. Ah, j'ai eu peur parce que je voyais aucun signal. Je fais là, merde. Merde, ça coupe. Sinon, pour répondre à ta question, écoute, c'est assez varié. Il y a des podcasts que j'écoute régulièrement toutes les semaines. En fait, ça dure minimum 1 à 2 heures. J'écoute religieusement le Rendez-vous Tech, par exemple. Mais en fait, il vient de sortir un nouveau format type daily, où il fait un épisode de 3 minutes tous les jours. Et c'est assez sympa. Après, je te dirais que le temps, c'est un peu pas très important, parce qu'en fait, je fais partie de cette équipe qui les écoute en x1,5, voire x2 Le les podcasts. scandale. Ce qui est un peu gênant, parce que du coup, quand je rencontre les personnes en vrai, il y a comme un malaise, parce je trouve qu'ils parlent pas assez vite, enfin pas bien, je connais pas leur vraie voix. Et tu leur dis, dis donc, t'as la voix drôlement grave en fait. Bah ouais, je dis, t'es malade, t'as l'air tout calme. Enfin, non, en fait, c'est juste moi qui écoute trop vite. Ok, bah écoute, on posera la question, on verra ce qu'on décide de faire après.
toute façon, un podcast, c'est comme tout, ça, je pense que c'est amené à évoluer. Et vu que nous, on est à l'épisode 2, on a quand même, je pense, voilà, du chemin devant nous. Et on a déjà discuté ensemble, Néo. Je pense de toute façon, la première saison, ça va être la saison des expérimentations. On va tester ce qui marche moins. On verra. En tout cas, on remercie une nouvelle fois tous ceux qui nous font des retours, qu'ils soient positifs ou que ça concerne les axes d'amélioration, parce que c'est ce qui permet au podcast de s'améliorer, hein, c'est logique. Et nous, ça nous motive à faire toujours quelque chose de plus qualitatif. Au milieu de l'émission, on aura, je peux maintenant dire le traditionnel, vu qu'on l'a déjà fait une fois, je m'en fous pas, quelques actus en... Est-ce qu'on recycle cette fois-ci ou pas? Alors non, on recyclera pas, c'est des actualités vraiment actuelles et nouvelles. Euh, Quoique. Mais du coup, c'est que des actus qui. Ouais, bien sûr. Bien sûr. Et c'est même des actus, je crois, qui sont toutes du mois de février. Faut savoir que là, on est le 18 février. Pour Tout à l'instant, fait. on arrive à L'épisode tenir sortira au mois de mai. euh, le Il sortira précédent. avant le mois de mars. Voilà. Mais en février, il y a moins de jours, donc faut que je fasse gaffe. Je disais, au milieu de cette émission, le je m'en fous pas, quelques actus en bref. Si ça nous intéresse, on échange un peu, sans forcément avoir beaucoup d'arguments, parce que on n'est pas forcément au fait de tout. C'est un peu la discussion de pilier de comptoir, grosso modo. Si on s'en fout, on passe à l'actu suivante. Ensuite, on aura une chronique de Néo. On dissimule encore un petit peu le sujet, mais si vous regardez la partie podcast sous-titrée et chapitrée, vous saurez déjà quelle est sa chronique. Ensuite, pareil, j'aurai une chronique slash astuce, hein, toujours un peu dans l'esprit arnaque de l'épisode numéro 1. Puis on s'attardera en long, en large sur notre invité Jérôme, j'ai déjà hâte. Puis on terminera sur notre traditionnelle partie recommandations numériques. Donc sans plus attendre, je propose qu'on parte sur la partie je m'en fous pas avec nos 3 thématiques. La première, on en a parlé rapidement en off ensemble. On a parlé de Micode, de Michael, et de l'interview avec Emmanuel Macron à l'occasion du sommet de l'IA. Donc là, il y a eu le sommet de l'IA à Paris du 6 au 11 février. Et il y a eu cette opportunité de Michael d'interviewer le président autour de divers sujets en lien avec le numérique et notamment autour de l'IA. On s'en fout pas. Je me permets de rappeler les règles, hein, parce que je me suis fait avoir la semaine, au dernier enregistrement. On n'a pas le droit de parler du sujet avant de savoir si tout le monde s'en fout ou pas. Est-ce qu'on peut préciser le sujet quand même? Est-ce qu'on s'en fout de l'interview ou on s'en fout du sommet de l'IA? Alors, par rapport à cette précision, ça dépend si tu as envie. Tu peux très bien amener la chose là où tu veux qu'elle aille, tu vois. Est-ce que tu t'en fous ou pas déjà? Parce que du coup, si tu t'amènes à des questions, ça veut dire que tu t'intéresses un minimum à quelque chose, que ce soit en positif ou en négatif. Ah, disons que l'interview, je m'en fous. Elle est dans mon feed YouTube à regarder, ça arrivera un jour. Le sommet En pour N25. l'IA, je m'en fous pas. Ok. Et toi, Néo? Moi, c'est complètement l'inverse, en fait. J'ai commencé à regarder l'interview que j'ai trouvé. Au début, j'ai cru que c'était un fake. Et donc, je vais pas m'étaler plus parce que je sais pas si toi tu t'en fous ou pas. Mais moi, je m'en fous pas de l'interview. Le sommet de l'IA, c'est pas que je m'en fous, c'est que je m'y suis pas spécialement intéressé. Alors, moi, je m'en fous pas parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire. Ça pourrait même être l'objet, comme on avait déjà parlé un peu d'une table ronde d'échanges autour des concepts qu'on peut avoir, des visions qu'on peut avoir autour de l'IA. C'est pas l'objet du podcast d'aujourd'hui, donc on va pas non plus s'étendre là-dessus. Mais je pense qu'on peut parler un peu parce que, alors l'interview, même si tu t'en fous, Jérôme, ça permet quand même de peut-être mettre Parce que un coup de projecteur sur le sommet de l'IA. c'est ça, tu t'en fous, mais on va quand même en parler. Bah ouais, Voilà. du coup, j'ai pas le choix en fait. Et bah ça tombe bien, Oui. j'ai plein de choses à dire. Je m'en fous, mais je vais la ramener, attention. Qui l'a regardé cette interview? Moi, Pas Ok. en entier. Je suis le seul à pas l'avoir vu en fait. alors par contre, toi, tu seras peut-être plus à même de parler par rapport à tout ce qui est en lien avec le sommet de l'IA. Moi, je suis allé sur, parce qu'il y a une page exprès sur le site de l'Élysée par rapport à ça.
Donc j'ai regardé un peu les thématiques principales qu'il y a eu au niveau du sommet de l'IA. C'est intéressant, mais c'est à l'échelle du gouvernement. Donc il y a plein de choses intéressantes au niveau de l'IA et de comment ça va être utilisé en France et comment c'est déjà utilisé, je veux dire, par exemple, pour automatiser certains process, notamment au niveau des administrations. Par contre, moi j'ai bien aimé cet angle d'une interview faite par Michael, donc je sais pas sous quelles conditions ça peut être réalisé, mais ça permet je vais pas dire de valider, la France se fout pas de l'IA, parce que ça serait un peu naïf de penser ça à travers une seule interview, mais ça permet de se dire, ok, vu que bah, voilà, Micode c'est quand même, avec Underscore c'est quand même une assez grosse chaîne, les gens vont voir en masse comme quoi ok, on n'est pas assez puissant, peut-être que les États-Unis ou la Chine par rapport à certaines choses au niveau de l'IA, mais on a un savoir-faire et on peut peut-être amener notre expérience, un regard sur différentes thématiques en lien avec l'IA. Mais ça, voilà, c'est ça que j'ai trouvé très intéressant au travers de cette interview. Non, mais du coup, tu as totalement raison sur cet aspect-là. Si ça permet de faire découvrir des personnes un petit peu l'état du savoir-faire français sur l'IA, c'est une bonne chose, du coup, cette interview. Parce qu'en fait, du coup, si tu scrolles sur Twitter, on est souvent moqué. Enfin, genre, lorsque la France a sorti son chatbot un peu nul, dont j'ai mangé le no, tout le monde a dit « Ah, Lucie. regarde, Lucie », voilà, tout le monde s'est moqué de Lucie. Et en fait, c'est un peu jeter le bébé avec l'eau du bain et se dire que, attendez, toutes ces pointures de l'IA de la Silicon Valley, elles viennent à 80% de la France. Il faut pas oublier que grâce à Yann Lequin, etc., on a un pôle méta qui est basé à Paris, parce que Yann Lequin a forcé le truc. Donc en fait, toutes les compétences, elles sont là, elles sont à Paris. On a aussi la chance ici en France d'avoir une énergie décarbonée. Donc en fait, pour une fois, on a vraiment la possibilité de retourner la table et de dire fuck les GAFAM, ici c'est la France, quoi. Ce coup stratégique de se dire bon, on va pas s'allier avec la Chine, sinon on pourra plus bosser avec les États-Unis, on va pas s'allier avec les États-Unis parce qu'inversement ça marchera pas, et de sortir l'Inde, qui est encore le dernier pays à peu près potable, c'est vraiment un coup de poker qui est incroyable politiquement parlant. Et se dire, bah voilà, on va créer un bloc vraiment fort et on va peut-être devenir, avec cet axe-là France-Inde, bah, les leaders mondiaux au-dessus des États-Unis, au-dessus de la Chine. Peut-être pas au niveau investissement. En fait, nous, je trouve, avec la France, là, on est un peu genre, on n'a pas d'argent, mais on a des idées, tu Ah, vois, je suis ou même on a pas un sûr, hein. savoir-faire. Parce que quand tu vois la masse d'investissement, donc c'est investissement privé, hein, aux États-Unis, en Chine, en Inde, par rapport en France, j'ai plus le pourcentage en tête, mais nous, en gros, c'est une goutte d'eau par rapport à tout ce qu'ils ont pu investir. Mais on a le savoir-faire et la technicité qui permettent de pouvoir quand même tirer notre épingle du jeu à ce niveau-là. Et là, dans les dernières semaines qui sont passées, il y a quand même DeepSeek qui nous a montré qu'on n'avait pas besoin forcément de beaucoup de moyens. Ouais, ils sont revenus sur le coût réel, qui est Ouais, finalement pas si bas que ce qui était annoncé. mais en fait, ils sont quand même partis de loin, DeepSeek, quoi. Et ils ont réussi à rattraper le truc. Donc nous, en fait, on a déjà Mistral, qui est quand même un méga champion, là, qui dit pas grand-chose, mis à part au sommet de l'IA, où ils sont très présents. Mmh. Mais on n'entend pas beaucoup parler de Mistral en France, alors que c'est quand même un leader mondial, qui est français. On peut être à deux doigts de renverser ChatGPT avec nos moyens, en fait. On n'a pas besoin de beaucoup plus. Bah là, globalement, c'est ce qui ressort un petit peu de l'interview, hein, notamment l'annonce qui a été faite des 109 milliards d'euros qui seront investis sur les prochaines années sur la mise en place de toute l'infra nécessaire au développement de l'IA à l'échelle de la France. Alors, c'est pas que des investisseurs publics, hein, je crois que j'ai plus les chiffres en tête, je voudrais pas dire de bêtises, mais il y a beaucoup de privés et Il y a plein de gros groupes d'étrangers. qui investissent dans cette enveloppe-là. Ouais, tout à fait. Donc, il y a surtout les Émirats arabes unis et les Canadiens. Il y a un fonds canadien aussi qui représente une part non négligeable et qui sont à mettre comment dire, en lien avec les 500 milliards d'investissements côté américain, qui sont en fait, Alors, ça se vaut à l'échelle de la France. je On te est coupe loin la d'être parole, ridicule. le projet Stargate, c'est encore à l'état de projet, hein. Ils les ont pas, les 500 milliards. Ils ont dit, on veut 500 milliards sur 5 ans. Mais ils sont pas trouvés encore. Donc si ça se trouve, ils les auront pas. Nous, là, c'est posé sur la table et c'est là, en fait. Les engagements, ils ont été signés. Ouais, ouais, ouais. Non, on est loin d'être ridicule. Côté financement, je pense qu'il y a quelque chose qui a été joué, qui a été bien joué.
Ouais, et puis on est l'un des premiers exportateurs d'énergie dans l'Europe. Donc en fait, on en a de la ressource à disposition. On a les ressources techniques, énergétiques, on a les cerveaux. Il n'y a plus qu'à en fait. Il faut juste impulser le truc et je trouve que ce sommet, ce move-là, il relance un peu comme le mouvement de la French Tech que maintenant Ouais, on c'est décrit vrai. un petit peu. Mais il a impulsé ce truc-là en 2016, le mouvement de la French Tech. Bah là, relancer un mouvement comme ça peut remettre un petit peu d'énergie dans le moulin et on peut s'en sortir. Le deuxième, je m'en fous pas. Le retour, alors parce que c'est quelque chose qui avait déjà été évoqué il y a 1 an, de la taxe lapin. Est-ce que ça vous parle? Alors, vous avez pas le retour vidéo, mais globalement, ça veut dire non. Taxe lapin, c'est par rapport Du coup, oui? je m'en fous pas parce que je connais pas du tout. Ouais. Alors c'est pas quand tu invites une meuf et qu'elle vient pas, c'est pas ça la taxe lapin, mais c'est presque ça. C'est pas les C'est quand restaurants? les gens prennent des rendez-vous sur Doctolib et qu'ils ne les honorent pas. OK. Et en fait, le responsable de Doctolib était contre mettre en place cette taxe-là parce qu'il voulait pas que ça porte préjudice, aux personnes qui sont en demande de soins. Mais c'était remis sur le tapis en disant comme quoi ça serait pas les bannir de Doctolib, mais ça serait leur faire payer une partie de la consultation s'ils n'honoraient pas les rendez-vous, vu que ça engorgeait pour rien les services et les demandes de planification. Et ce serait à hauteur de 5 € pour le moment. Et c'est quelque chose qui a été remis sur le tapis il y a quelques jours sur BFM. Et là où avant Doctolib ils disaient non, taxe lapin, on fait pas ça. Là, le dialogue a semblé s'être ouvert à nouveau à ce propos. Et c'est dans les tuyaux, pourquoi pas mettre en place une pénalité simplement si on n'honore pas un rendez-vous. Donc on en a parlé alors qu'il n'y a pas forcément je m'en fous pas. J'ai pas fait la remarque. J'ai esquissé un Bon, rictus, mais Jérôme a rien dit de je m'en fous plus. pas. Il a entendu Et, taxe lapin, il a fait. Ouais, bah ouais, du coup, même si moi je dis que je m'en fous, en fait, on va quand même le traiter, j'ai bien compris. La dernière, c'est le moteur de recherche de Microsoft Bing qui imite celui de Google pour duper les utilisateurs et les garder sur leur moteur de recherche à eux. m'en fous pas. Néo? C'est du Microsoft, hein, je vais encore être malade. Je l'avais dit, hein, j'ai un mot du médecin, j'ai pas le droit de parler de Microsoft. Du coup, c'est pour être vilain avec eux. Bon, bah allez, je vous rejoins alors, ça me va. Alors, c'est quelque chose qui est relativement récent. Si vous ouvrez Edge, par exemple, Je le fais en live. et que par défaut, vous êtes sur Bing, vous tapez Google, comme vous l'avez sur le moteur de recherche de Google, et vous verrez que la page de Bing va ressembler très 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 fortement à la page de recherche de Google. Donc là, je vous laisse tester si vous Je le peux voulez, pas, hein. j'ai pas Edge d'installer. Voilà. Je l'ai vérifié cet après-midi quand même avant de mettre l'actu. Et c'est incroyable. Ouais. Et là, Putain, on il l'a pourrait installé par dire, défaut. c'est un clin d'œil. Sauf que c'est pas la première fois que Microsoft essaie de faire ça pour essayer d'avoir une certaine rétention sur leur moteur de recherche à eux. Et Oui. Ah d'un oui, non, point de vue, comment c'est dire, pas un clin d'un d'œil, là, point de il vue, cligne des je deux sais pas yeux, si là. c'est de l'éthique, je sais pas à quel niveau on peut le critiquer, mais voilà, je trouvais que c'était un petit peu limite en disant restez chez nous, on leur ressemble, hein, on est comme eux, peut-être même mieux. Tu vois, c'est Ouais. Ouais. donc si vous pouvez donner un petit carton jaune à Microsoft pour ça. Je vais quand même me permettre de regarder le CSS, parce que à tous les coups, ça renvoie vers Google. Alors quand tu tapes un mot dans la barre de recherche de Bing, ça te renvoie bien sur les résultats de recherche Bing, hein. Oui, oui, mais on sait jamais, peut-être qu'ils ont fait un renvoi du CSS sur suite Google, tu vois, ce serait rigolo. Non, c'est du Bing, ils ont fait ça propre. Mais bon, Donc c'est pas cool, monsieur Bing. on vous voit. Je vous partagerai, si vous voulez, ou on mettra dans le billet les articles où il traite justement de ces actualités. On Oui, pourra parce faire que ça. là, je fais un partage d'écran, mais personne ne voit en podcast, en fait. Ce qu'il faudrait, c'est faire une chaîne YouTube. Très très belle perche. C'est un métier. Oui, parce que je vais faire les chapitrages aussi des vidéos sur YouTube qu'on n'a pas évoquées tout à l'heure, parce qu'on Ouais, publie tout à aussi fait. sur YouTube, pas que sur Apple Podcast, pour les gens qui ont des Mac. Donc ouais, je vais m'occuper aussi des chapitrages sur YouTube. 24 minutes de tournage et on arrive déjà au moment de la chronique de Néo. Et oui, Où ça y est, on peut faire où tu peux enfin faire le reveal sur ce que tu vas exactement, traiter. exactement. Le reveal, ne gardons pas le suspense plus longtemps. On va parler d'un sujet cyber. Je vais reprendre ma petite, ma petite série d'histoires que j'avais entrecoupée avec l'histoire sur les claviers. Mais on va revenir à du cyber.
En l'occurrence, C'est nous aussi allons... en lien avec ton cours d'anglais ou pas? Alors, je peux le faire en anglais aussi, mais encore une fois, For sure. bon, on a des contraintes de temps un petit peu complexes. Donc, on va essayer de faire ça aussi court que la fois dernière. Nous À sommes savoir tout qu'on oui. va... Ouais. À savoir qu'on va parler du premier ransomware connu de l'histoire. Alors, on va commencer par un petit lexique, parce que je ne vais pas dire rançongiciel pendant tout le temps de ma chronique, hein, vous m'en tiendrez par rigueur. Je vais utiliser le terme de ransomware. Je ne vais pas non plus utiliser le terme vilaingiciel, quoique je sais que Boki y est fortement attaché. Eh oui. Donc je parlerai de malware. Et petite découverte pendant la rédaction de cette chronique, je ne parlerai pas de filoutage. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un filoutage? Allez, devinette, c'est un phishing. Exactement, ouais. Oh, ce qu'il est fort cet invité. Non, on choisit vraiment le haut du panier. Hein. Moi, je pensais que c'était ouvrir un petit filou. Bah non, raté. Non, pas dans ce contexte-là en tout cas. Donc effectivement, ouais, le filoutage ou hameçonnage, hein, vous avez peut-être plus entendu parler de hameçonnage, c'est le phishing. C'est le fait d'attraper quelqu'un par un moyen, comment dire, détourné en tout cas. Rien de filou, Bah voilà, peut-être. exactement. On a l'origine. Allez, donc je démarre. On est en décembre 1989, en tout cas fin d'année 1989, début 90. Ça nous ramène 35 ans en arrière hein, pour ceux qui n'ont pas l'idée du temps. Donc tout le monde n'était pas forcément né. Ou Alors, si des gens écoutent ça en 2080. aussi pour la saison, alors j'ai pas fait le calcul, mais ça fait beaucoup. Donc c'est développé par un biologiste américain, le docteur Joseph Lewis Andrew Pop Jr., que j'appellerai pour le reste de cette chronique le docteur Pop Jr., qui a eu la bonne idée de distribuer des disquettes 5 pouces 1 quart. Est-ce que je choque quelqu'un en parlant de disquettes 5 pouces 1 quart ici dans l'assistance? Tout le monde est au fait de ce format. Donc ce premier ransomware, donc je rappelle, un ransomware, c'est un virus qui est diffusé sur un système informatique et qui va venir altérer le fonctionnement et très souvent même le rendre totalement inopérant. L'idée pour l'attaquant, c'est d'ouvrir un canal de discussion avec la victime et que la victime récupère l'usage de son système informatique en l'échange du paiement d'une rançon. D'où le nom rançongiciel. Et donc, ce docteur Pop Junior a décidé de déployer son ransomware sur des disquettes 5 pouces 1 quart. Alors à l'époque, rien de très, très étonnant. Hein. Donc je vous rappelle un petit peu les disquettes 5 pouces 1 quart. Donc aujourd'hui, on pourrait avoir usage d'un périphérique de stockage comme une clé USB. Avant ça, on a eu les DVD, les CD, hein, tout ce qui était disque optique. Et avant ça encore, on a eu des disquettes qui étaient des supports de stockage magnétiques, dont on voit un appareil derrière toi, Boki, ton Apple II, c'est ça? Apple II, ouais. Apple II, donc là, c'est des disquettes au format, pas au format 5 pouces 1 quart, mais au format 3 pouces et demi. Donc c'était la version plus récente de la 5 pouces 1 quart. Et avant ça, il y a même eu des disquettes de 8 pouces, mais je m'égare un petit peu. Et donc ce docteur Pop, il a décidé de distribuer ces disquettes, environ 20 000 copies, hein, pour se rendre compte un petit peu du volume, à des destinataires du magazine PC Business World, et aussi des membres de l'OMS durant une conférence sur le sida. Et donc ces disquettes étaient étiquetées AIDS Information Introductory Disquette 2.0. En anglais pour toi, Jérôme. Ouais. Donc, en fait, vous comprenez bien que ça parle du sida. En fait, à l'époque, il faut savoir que fin des années 90, c'est quand même fin des années 80, pardon, début 90, c'est un virus biologique qui inquiète énormément les gens. Ça reviendrait aujourd'hui, par exemple, à faire des campagnes de phishing en vous proposant des places pour les JO en 2024, par exemple.
C'était vraiment le sujet du moment. Tu es en train de comparer les JO au sida, c'est ça? Pas tout à fait, non, le raccourci était pas à faire. Et donc, ce ransomware, comment il fonctionne? Et ben en fait, une fois que vous insérez la disquette dans le lecteur de disquette, il remplace un petit fichier qui va compter le nombre de démarrages du PC. Et au bout de... Donc c'est incrémenté à chaque démarrage. Une fois que ce nombre atteint 90, le ransomware cache tous les dossiers et il chiffre le nom de tous les fichiers du disque C, ce qui rend le système inutilisable. Donc à ce moment-là, l'utilisateur qui est devant le PC reçoit un message, enfin il y a un message qui lui est présenté plutôt, qui lui demande de renouveler sa licence en contactant la société PC Cyborg et qui va avoir à payer une rançon de $189 via une boîte postale au Panama. Je vous ai vu esquisser des sourires là sur PC Cyborg. Ils savaient trouver des noms à l'époque. Hein. Ça fait très film avec Van Damme. Ouais, c'est vrai que les années 90, le nom du magazine sur lequel étaient diffusées ces disquettes, c'était PC Business World. Enfin, on retrouve quelques noms comme ça. Donc voilà comment ça fonctionnait un petit peu. Ça rendait le système totalement inatteignable, inexploitable pour les victimes. Heureusement, il y a eu des antidotes qui ont été trouvés, principalement 2. Un premier qui enlevait le malware et un deuxième qui permettait de retrouver les dossiers qui avaient été cachés. Donc voilà, donc ça a duré un petit moment. Résultat de ce vilain logiciel, d'énormes pertes de données. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les entreprises ont des services informatiques qui sont rodés, enfin en tout cas très sensibilisés à ce genre d'attaque. Vous avez peut-être eu aussi en tant que salarié des sensibilisations à ce risque d'attaque. On vous a certainement dit de ne pas cliquer sur cette pièce jointe qui vous dit que vous avez gagné au loto alors que vous n'avez pas joué. Voilà, en tout cas, à l'époque, c'était clairement pas quelque chose de commun. Il y a plein de gens qui ils ont perdu l'accès à leur système informatisé et c'était fini. Je sais pas si tu as les éléments, Néo, mais par rapport à comment ça a été reçu, aujourd'hui, on sait que lorsqu'on est face à un ransomware qui a corrompu notre système, payer, c'est pas ce qui est préconisé. Effectivement, Par- ouais, c'est pas recommandé par Et- l'ANSSI. Ouais. Mais est-ce que à l'époque c'était nouveau vu que c'est le premier, est-ce qu'il y a une estimation de combien la personne elle a pu gagner grâce à ça? Alors, effectivement, j'en parle un petit peu après. Alors, Ok. on n'a pas de chiffres sur ce qui a été payé, mais en tout cas, on estime que si 1% des victimes a payé, ça suffit à rembourser en tout cas tout ce qui a été dépensé. Mais je vais y revenir un petit peu plus en détail dans quelques minutes. Donc ce docteur Pop a fini par être arrêté, alors pour diverses raisons, hein, pour des faits pour le moins étranges. Il a été arrêté et donc il a été relié à quand ils ont fait une perquisition chez lui. Ils ont découvert qu'il était à l'origine de ce ransomware. Donc c'est pas par rapport au ransomware qu'il a été arrêté, c'est par rapport à d'autres choses. Il faut savoir qu'avant son procès, donc entre le moment où il a été arrêté et le moment où il était jugé, il a été retrouvé en se promenant avec une boîte en carton dans les mains et des préservatifs sur le nez. Voilà, donc qui était le genre de personnage qui était le docteur Pop Junior. Alors c'est un comportement parmi d'autres qui lui vaudra de quitter la prison londonienne dans laquelle il était enfermé en attente de son procès vers un hôpital plus adapté à son état psychique du moment. Vraiment le méchant savant fou d'une série Z. Ouais, Ouais, je suis le docteur Pop. le Pop Junior. Bon, en fait, si on prend ça avec un petit peu de recul aujourd'hui, on se rend compte que le mode opératoire était clairement pas très abouti. Hein. En même temps, vous me direz, c'est le premier ransomware de l'histoire. Et en effet, le chiffrement se fait uniquement sur les noms de fichiers et pas sur les fichiers en eux-mêmes. Donc,
globalement, vous renommiez le fichier et vous y aviez de nouveau. Pareil, la distribution sur des disquettes, c'est pas le moyen le plus économique de diffuser un ransomware. Il faut savoir que ça représentait à peu près 10 000 livres sterling à l'époque. Alors j'ai fait le calcul, ça fait 36 000 euros actuellement. Avec l'inflation? Ouais, avec l'inflation. Bon, ça fait quand même un budget assez important. Je sais pas ce qu'ont pu penser les gens qui l'ont vu acheter des palettes de disquettes, parce que il n'y avait pas Amazon à l'époque. Hein. Ça, plus l'enregistrement de la société PC Cyborg, les comptes au Panama, l'allocation de la maison à Londres. Et pour organiser ça, il était tout seul, le mec, ou... Ouais. Enfin, tout seul, c'est pas ce qu'ont déclaré les psychiatres, mais, mais oui, c'était une seule personne, ouais. D'accord. Donc voilà. Et effectivement, comme je le disais tout à l'heure, ils estiment si 1% des victimes ont payé, normalement, ça a dû rembourser. Mais ils sont absolument pas sûrs. Enfin, là, aujourd'hui, quand on voit les plus grands groupes de ransomware connus à date, c'est Logbit, par exemple. Tout se fait en ligne. Enfin, il n'y a pas de diffusion sur des supports de stockage. Ouais, mais après, c'est aussi notre époque. Ouais, complètement. L'accessibilité était totalement différente et il y avait l'ignorance. Ouais, aussi. Aujourd'hui, tu vois, nous, on se dit c'est aberrant que le mec ait récupéré une disquette et qu'il l'a inséré. Oh, bah tiens, je vais voir ce que ça fait dans une entreprise. Mais c'est l'inconnu. Ouais, alors Et honnêtement, aujourd'hui je encore, serais même pas surpris aujourd'hui. et aujourd'hui encore, il y a des gens, ils trouvent une clé USB par terre, ils vont la prendre, ils vont la mettre sur leur PC pour regarder ce qu'il y a dedans. Voilà, il suffit de marquer secret ne pas ouvrir dessus et normalement tu doubles la probabilité que la personne la mette dans un ordinateur. Non, ce sont des chiffres à l'emporte-pièce, ça, évidemment. En parlant de chiffres, donc d'énormes pertes de Voilà, la données, comme je le disais. transition. Comme je le disais, énormes pertes de données. Par exemple, une des victimes a été une organisation de santé italienne. Et ben, elle a perdu 10 ans de recherche à cause de ce ransomware. Voilà. Donc voilà pour cette histoire du premier ransomware de... Tu finis sur une petite note positive. Ouais, ouais, j'avais rien d'autre en positif. Bah merci, écoute Néo. Jérôme, t'as déjà été confronté, toi, des soucis liés à des ransomware de près ou de loin? À titre perso, non, pas du tout. Mais enfin, c'est quand même l'une des premières règles qu'on t'apprend maintenant quand tu ramasses une clé USB de ne pas la brancher. Hein. Donc c'est quand même un peu rassurant de se dire que ce mode opératoire n'a pas changé depuis 80, tu vois. À l'époque, ils n'avaient pas de Non, clé USB, donc ils se débrouillaient avec une disquette Mais et après, ce qui est un peu effarant, c'est que on n'apprend pas finalement. Parce non, que c'est ça qui est il y drôle. a, il y a 30 ans, on était des tocards et on est toujours des tocards, quoi. Exactement. ouais, souvent, hein, c'est l'interface chez ce clavier. Hein, globalement, la sécurité d'un système, elle est déterminée par le maillon le plus faible, quel que soit le système. À partir du moment où tu as quelqu'un qui est capable de récupérer une clé USB tombée plus ou moins par hasard dans un parking d'entreprise et de la brancher sur un ordinateur, les malwares, les vilains logiciels, pardon, ont de beaux jours devant eux. Je crois qu'à un moment, je crois que c'était sur Paris, il y avait une mode où tu sais, il y avait des clés USB qui étaient cachées dans Paris, où tu pouvais te plugger dessus. C'était du géocaching. Ouais. Ouais, ça se fait. Je pense qu'ils ont dû se régaler à ce moment-là. J'ai pas du tout cette anecdote. Du coup, c'était vraiment un jeu et il fallait ramasser des clés USB. Alors, l'origine du géocaching, c'est pas spécialement les clés USB, là c'était une déclinaison, on va dire. Le principe du géocaching, c'est de cacher des objets et en gros, de les pointer plus ou moins sur une carte. Et ça fait un peu chasse au trésor, en gros. T'as des communautés spécialisées qui disent, je sais pas, par exemple, au pont du Gard, au 3e pilier, tu trouveras une boîte, souvent, donc tu as une boîte étanche dans laquelle tu as un élément et en fait tu check toutes les caches que tu as découvertes. Voilà. Et donc effectivement, à une époque, j'avais entendu parler de cette déclinaison qui consistait à récupérer en fait le fichier sur une clé USB qui était pluguée. Tu avais une clé USB par exemple, qui était scellée dans un mur. Tu avais juste Le port le bout de la USB-A, clé qui restait. mal. Tu connectais ton ordinateur dessus. Hyper malin, faut faire ça.
Bon, avec une disquette 5 pouces 1 quart, c'est plus complexe. Alors, on va embrayer, à moins que vous ayez d'autres choses à rajouter par rapport à la chronique de Néo. En tout cas, c'était très instructif. Et on voit que parfois les idées les plus simples sont celles qui fonctionnent aussi, hein, parce que, comme tu dis, c'était assez basique au final, le ransomware du vilain pop. Ouais, des gros soucis de conception, mais finalement, ça marche quand même. En fait, l'être humain, c'est vraiment le maillon faible de la chaîne. Je vous propose donc qu'on enchaîne sur ma partie chronique où j'ai choisi de traiter un sujet qui est assez vaste. Donc là, je vais essayer de faire une chronique qui est assez anglais, assez centrée sur certaines choses. Et je pense qu'au gré des émissions, au fil des émissions, on reviendra sur d'autres thématiques en lien avec celle-ci. C'est l'importance que l'on accorde à ces données numériques. Euh, je suis parti du postulat, pour pas trop m'éparpiller. Êtes-vous certain d'accorder de l'importance à vos données numériques? Donc je vais mettre un peu de contexte, faire une mise en situation. On va ici principalement s'intéresser aux données, qu'elles soient pro ou perso, mais des données type vos documents numérisés, donc ça peut être carte grise, preuve d'achat, facture de loyer, vos photos, vos films de vacances, pour pas dire choses téléchargées de manière légale ou non, ou toute autre donnée pardon, que l'on souhaite stocker volontairement dans le but de les conserver. Donc là, on va pas par exemple parler de comment est-ce que vous sécurisez les mots de passe de vos différents comptes. On parle pas de ça aujourd'hui. Pour étayer un peu mon argumentation, j'ai interrogé des personnes de mon entourage plus ou moins proches et je leur ai juste demandé, est-ce que vous accordez de l'importance à vos données numériques? La réponse logique, quasiment systématique, c'était oui. J'enchérissais avec, est-ce que vous en êtes certain? Donc souvent quand tu dis ça, c'est que la personne elle comprend que tu veux l'emmener quelque part. Je vais donc juste vous poser à vous cette question, Jérôme et Néo, sans argumenter, est-ce que vous vous accordez de l'importance à préserver vos données numériques? Honneur à l'invité. Oui. Oui, ok. Est-ce que j'en suis certain? Non. Toi Néo aussi, Pas à toutes mes données sans numériques. argumenter, hein. Oui et Ouais. non. Fin de cette chronique, merci. Voilà. Merci, Eh c'était ben, c'est super pour moi. sympa. On va enchaîner sur l'invité. Alors, là, je fais un malin, mais la question, je me la suis Oui, posée et toi, également. Boki, est-ce que Sans argumenter, hein. Oui, est-ce que tu Oui. accordes de l'importance à tes données numériques? Alors, j'aurais voulu répondre oui. Non, on a dit sans argumenter. Oui, en tremblant un peu. Parce que si je répondais oui, ça devrait induire que je pourrais aisément expliquer tout ce que j'ai mis en place afin de préserver les dites données. Alors, expliquer quoi faire, ça y a pas de souci. Je donne même des cours à ce propos en formation. Mais l'appliquer personnellement, c'est autre chose. Donc là, on pourrait parler de différents exemples, différents process, différentes recommandations de l'ANSSI, notamment sur bien préserver nos données numériques. Le terme préserver, je l'utilise, c'est pour dire en gros, c'est que les données numériques, faut pas qu'elles soient altérées, perdues ou rendues accessibles à des personnes dont on ne souhaite pas qu'elles y accèdent. Voilà. Mhm. Je préfère le redire. Avant de livrer mes superbes conseils et astuces, je vais dresser grosso modo 3 portraits types qui vont regrouper les personnes que j'ai sollicitées avant cette chronique. On va prendre Marlène, un peu plus de 60 ans et jeune retraitée. L'informatique, c'est pas quelque chose qui la passionne. Elle a été peu ou pas formée aux outils numériques dans le cadre professionnel. Côté particulier, de 3 coups de main de l'entourage, hein, mais rien de bien fameux. Elle trouve l'outil numérique utile pour communiquer, partager des informations. Et elle s'en sert pour principalement tout ce qui est administratif, parce qu'il n'y a plus trop le choix aujourd'hui, pour communiquer et pour partager des photos. Et elle, les données qui lui tiennent à cœur, c'est les photos soit qu'elle prend de son téléphone ou les photos qu'on lui envoie. Enfin, on a tous plus ou moins quelqu'un comme ça dans notre entourage. Moi, par exemple, ça pourrait être ma mère qui a une bille en informatique, malgré tout. Je lui demande du coup à cette personne la fameuse question, est-ce qu'elle tient à ces données? Et elles me disent, parce que là, en gros, c'est un peu un portrait robot que je dresse,
Oui, bien sûr, je fais quelque chose pour sauvegarder mes données. Mes photos, au lieu de les laisser sur mon téléphone, eh ben, je les mets sur une clé USB. C'est original. Fin. Et on fera nos conclusions, donc prenez bien ces éléments, après on échangera là-dessus. C'est sa manière de pouvoir conserver ces données qui, selon elle, sont critiques, c'est-à-dire qu'elle ne souhaite pas perdre. À sauvegarde, c'est ces termes, hein, elle sauvegarde les photos sur des clés USB. On a de l'autre côté Lorenzo, 13 ans, le jeune ado passionné de gaming, qui joue surtout en ligne, qui fait aussi un peu de modding sur des jeux, donc modifier certains aspects du jeu, faire de la personnalisation. Il télécharge beaucoup de contenu de manière plus ou moins douteuse. Donc lui, il tient ses données, mais il n'a pas tout ce qui est administratif, tout ce qui est photo. Lui, c'est plus tout ce qui est lié au modding, et tout est stocké sur son PC perso. Voilà, fin de l'histoire, il a tout sur son PC. Voilà pour Lorenzo. Pour ceux qui ne connaissent pas trop la sphère du modding, sur certains jeux, quand on s'amuse un peu à personnaliser un environnement, à créer des choses pour un jeu, ça peut se compter en dizaines, centaines, milliers d'heures, ce qui est fait. Je préfère le préciser. Et on a notre Kevin, 36 ans, le passionné en informatique. Donc lui, il a quand même des bases pas solides, mais un bon niveau de culture, il se débrouille bien. Chez lui, il a un petit NAS à la maison sur lequel il stocke tous ses médias. Euh, il a grosso modo 20 Tera de stockage. Sur son NAS, il a un RAID 5. Donc sans entrer dans le détail, ça permet d'avoir la tolérance de panne d'un des disques de son espace de stockage. La plupart de son contenu, c'est pas du contenu forcément très légal, ça peut être des films, des séries à foison. C'est pas que des ISO Linux? Ce n'est non, non, il n'a pas ça. Et lui, il fait ça parce que c'est des données qui, selon lui, il veut les garder, il y tient, ces données-là, mais il ne souhaite pas les stocker chez les GAFAM, par exemple. Il ne souhaite pas utiliser un G-Drive, un OneDrive ou autre pour stocker ses données. Il veut que ce soit chez lui. Donc lui, sa méthode de sauvegarde, c'est de tout mettre sur son NAS. Donc, ces trois portraits, c'est quelque chose d'un peu caricatural, mais ça permet de faire avancer un peu ma réflexion par rapport à l'importance qu'on peut donner à ces données et à comment les préserver. J'ai posé quelques petites questions subsidiaires. Pour vous, c'est quoi une sauvegarde? C'est quoi la différence entre une copie et une sauvegarde? Combien mettriez-vous par mois ou par an pour garantir la pérennité de vos données? Et quel volume de données souhaiteriez-vous sauvegarder? Je cherche à monter une startup là. En fait, voilà, si le C'est le podcast projet. ne marche pas, Ouais, on le ouvre plan un B. truc. Ok, je comprends. Est-ce que, alors, vous êtes un peu du fait de ces questions, est-ce que vous êtes déjà posé ces questions ou pas plus que ça? C'est à nous que tu la poses là du coup. Ah oui, ok. Alors oui, Mais qui totalement. êtes-vous? Mais qu'est-ce que vous faites dans mon podcast? Excuse-moi, je t'ai coupé. Non, non, il n'y a pas de souci. L'interaction, qu'est-ce que c'est bon. Si vous êtes posé cette question, euh, si tu devais définir, Jérôme, brièvement, pour toi, c'est quoi une sauvegarde? Euh, Tu le dirais comment avec des mots accessibles? Et ben en fait, pour moi, c'est la même chose qu'une copie Ok, avec mes mots. Parce que c'est vraiment, pour moi, une sauvegarde, c'est une copie de tes données quelque part. ok. Toi, Néo, pour toi, c'est quoi une sauvegarde? Alors, je distinguerai la sauvegarde de la copie en disant que une sauvegarde est une copie, mais qu'une copie n'est pas une sauvegarde. Ok. C'est là que tu voulais en Un venir? peu, ouais. Tu peux étayer un peu ton propos? Alors, en soi, effectivement, faire une sauvegarde, ça passe par le fait de copier les données à un autre endroit, sur un autre média, sur un autre lieu physique, enfin géographique. Pour autant, toutes les copies ne remplissent pas le cahier des charges, selon moi, hein, des sauvegardes. Soit parce que elles sont situées au même endroit. Par exemple, si je fais une copie de mon dossier modding vers qui se trouve sur mon disque C et que j'en fais une copie vers le disque D, pour moi, c'est pas une sauvegarde. C'est une copie, en effet. Il y a plusieurs choses qui vont différer. Donc, en effet, pour moi, la sauvegarde, c'est un peu aussi un abus de langage. Parce que quand on sauvegarde une partie, et ben en fait, on fait la copie d'un fichier. Mais une sauvegarde, c'est une copie
qui serait validé, approuvé comme identique au fichier original et qui serait aussi à un endroit différent. On va essayer d'étayer un petit peu ça ensemble. C'est-à-dire que par exemple, si vous avez un dossier de photos sur votre PC fixe et que vous le copiez sur un disque dur externe, ça peut s'intégrer dans un processus de sauvegarde, mais ça ne sera pas une sauvegarde tant qu'on n'aura pas déjà validé cette copie, voir si elle est fonctionnelle. Et éventuellement, après ça dépendra de vos critères de durcissement de votre process de sauvegarde, mais peut-être faire des sauvegardes à plusieurs endroits différents. Ouais, parce que je pense que euh, on peut aller très loin dans le concept. Il me semble que une plateforme de partage de code a fait des sauvegardes de son code en les gravant sur des cylindres en métal, je crois. Alors je vais essayer en live de retrouver l'info. Oh, le fact-checking. Ouais, je crois que c'est GitHub qui a fait cette chose et ce sera honteusement coupé au montage si ça n'est pas vrai. Non, j'essaie de vous trouver ça. Il va falloir meubler pendant que je cherche, évidemment. Chaise, tabouret, table basse. Donc là, on a utilisé des termes qui ne sont pas forcément accessibles à tout le monde et encore plus aux personnes que j'ai pu interroger. La notion qu'on va aussi mettre aussi en exergue, c'est la complexité de mettre en place une sauvegarde accessible au plus grand nombre. Parce que quelqu'un qui travaille dans l'informatique, qui a admin 6 ou qui a de grosses appétences, pour lui, il arrivera à mettre en place un système de sauvegarde viable, mais des personnes qui s'en foutent de l'informatique, ils veulent pas que ça devienne une contrainte. Je continue sur mes petites questions subsidiaires, à savoir, vous, pour garantir la pérennité de vos données, vous seriez prêt à investir combien par mois ou par an? Étant donné que je suis une pince, tu vois, je possède un NAS, j'ai fait Ouais, un RAID 0 dessus. ok. Je veux juste avoir un gros espace de stockage. Donc ouais, Après, ça dépend de la criticité de tes données. Exactement. Si c'est des ISO Linux, c'est pas grave. Si si c'est toutes tes photos et que tu n'as aucune autre copie ailleurs, c'est plus problématique. Et après, je viens un peu de te mentir, parce que dans la vie perso, je ne paye pas, mais dans ma vie pro, je paye. oui, bah, je pense que c'est en lien avec quelle importance tu accordes à quelle donnée. Moi, je suis une pince pour de vrai, c'est-à-dire que même en pro, je ne paye pas. Non, non, mais pour le coup, en perso, j'ai fait le choix de l'auto-hébergement, notamment pour cette raison-là, pour me dégafamiser, mais aussi pour avoir un contrôle de mes données. Non pas que je fasse mieux que les GAFAM, hein, mais au moins je sais ce que j'en fais. Et je me suis perdu pour dire que je ne sais plus. Je ne sais plus ce que j'étais en train de dire. Qu'on te raccroche? Oui, s'il vous plaît. On parlait de l'investissement par mois. J'ai retrouvé. Oui, donc effectivement, je disais que j'étais encore plus une pince dans le sens où je ne payais pas, mais par contre, j'ai fait le choix pour certaines de mes données qui sont sur mon NAS, donc avec la tolérance de panne dont tu parlais, Boki, tout à l'heure. Ces données-là, elles sont répliquées aussi à un autre endroit, sur un autre stockage, alors que d'autres, mes ISO Linux, ne le sont pas. Ok, bah ça on en reparlera quand on parlera d'une solution plus ou moins accessible Mhm. au plus grand nombre. Figurez-vous que lorsque j'ai posé la question, combien est-ce que vous seriez prêt à mettre en argent par mois ou par an, les gens ont semblé surpris que ça leur coûte de l'argent de devoir maintenir, enfin de devoir investir pour pérenniser leurs données. Ce qui peut être accessible quand on n'a pas l'information. C'est pour ça qu'il ne faut pas avoir un jugement là-dessus. Moi, je fais toujours le lien informatique véhicule parce que je trouve que c'est une passerelle assez facile. Quand on a une voiture, on fait l'entretien et on se pose pas la question, faut payer. On se dit c'est normal, c'est parce que faut faire ce qu'il faut pour aller au plus loin, garantir la fiabilité et la pérennité de notre véhicule. Bah, pour nos données numériques, c'est un peu la même chose. Il faut se former à son utilisation, comme pour former à utiliser une voiture, et il faut l'entretenir et parfois investir pour aller plus vite, plus loin, enfin, pour que ça fonctionne. Yes. Et par rapport à la question du volume de données que les gens souhaiteraient sauvegarder, c'était plus pour voir, identifier ce qui pour eux était de données critiques ou non. Ça, après, c'est propre à chacun, mais
je pense que ce serait pas faux de dire que vos papiers, vos photos, tout ce qui est perso, c'est plus critique que la dernière saison de Breaking Bad. Mm. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, clair. Or, il y a des gens qui peuvent investir parfois des centaines, voire des milliers d'euros pour avoir multitude de séries, films avec une tolérance de panne, mais qu'à côté, ils ne mettent pas en place un processus pardon, de sauvegarde complet pour leurs données les plus sensibles. C'est là où il faut essayer vraiment de bien identifier les choses. Et ça, pour moi, ce qui est important, bah, c'est l'information et possiblement orienter les gens vers des solutions qui seront adaptées à leurs besoins. J'avais vu une vidéo d'un anglophone, alors je crois que c'était un Australien, mais j'en suis plus certain, qui avait un petit home lab de 1,5 pétaoctets de stockage, mais C'est pas parce mal. que il aimait bien garder des trucs. Bon, tu te doutes bien qu'à ce Au cas niveau-là. où. Oui, c'est exactement ça. Mais le pire, c'est que dans sa vidéo, il le dit comme ça. Oui, non, mais je garde des trucs, on sait jamais. 5 pétaoctets, on est pas mal. Alors, j'en profite d'avoir la parole pour offrir les résultats de mon fact-checking concernant GitHub, qui a donc effectivement eu un projet, c'était en 2019, fin 2019. Ils ont annoncé le projet GitHub Arctic Code Vault, donc en gros le coffre-fort Arctic du code GitHub. Et donc ils se proposaient de sauvegarder alors à plusieurs endroits, mais notamment en Norvège, à 250 mètres de profondeur, dans le Perglé, je vais y arriver, Aïe, aïe, aïe. ouais, enfin dans le sol d'une montagne arctique, des archives dans une ancienne mine de charbon désaffectée. Et quand je parle d'archives, je parle de logiciels comme Flutter, il y avait quoi d'autre, de TensorFlow, enfin voilà, des logiciels enfin du code en tout cas qu'ils ont identifié comme critique et qu'ils ont décidé d'enfouir pour que ces données puissent durer au moins 1000 ans. Voilà. Écoute, merci No pour ce fact-checking de qualité. Je poursuis. Est-ce que la notion de 3-2-1, ça vous parle? C'est une suite décroissante. La notion de 3-2-1, c'est quelque chose qui peut être controversé parce qu'il y en a qui disent c'est un. Ouais, c'est un haut niveau d'exigence. Alors, c'est pas, je vais pas dire haut niveau, c'est un niveau d'exigence, mais après, le curseur peut être plus ou moins Ouais, c'est haut en ça. fonction de vos réels besoins. En gros, le 3-2-1, c'est 3 copies de données, donc l'original plus de sauvegarde, 2 types de supports différents et une sauvegarde hors site. C'est-à-dire que pour un même fichier qui s'appellerait toto.txt, il y aurait le fichier original qui serait par exemple sur ton PC, 2 sauvegardes sur 2 types de supports différents. Donc par exemple un disque dur externe et l'autre ça pourrait être une sauvegarde hors site par exemple sur le disque dur externe qui serait branché sur la box de ma mère. Et ça garantirait au mieux le fait d'avoir des données qui seraient difficilement perdues quoi. Il y a des entreprises dans le niveau pro qui font ça sur des sauvegardes sur bande magnétique. Ouais aussi. Alors on pourrait se dire que c'est clairement dépassé. Ben non, en fait, c'est un média qui permet de stocker énormément pour pas très cher et plutôt bien, dans la mesure où c'est stocké convenablement. Hein. Ça tient très bien dans le temps, mieux qu'un disque dur. Par contre après il ne faut pas faire l'amalgame entre un concept de sauvegarde et le matériel sur lequel on peut sauvegarder. Ça, c'est encore deux choses. Le support sur lequel on va choisir de sauvegarder, ça sera en fonction du niveau d'exigence, des moyens et de la complexité de mise en œuvre ou non. Mais par contre, ce 3-2-1, c'est quelque chose, je le dis aussi pour toi, Jérôme, qui peut être mis en place relativement simplement aujourd'hui, dès lors où on a une certaine appétence à faire ça et on n'a plus envie de perdre ses données. Tu parles des clients de OVH Strasbourg qui pensaient avoir une sauvegarde Voilà, qui ont par fait la exemple. douloureuse expérience quand Par ça a exemple. brûlé. Ensuite, j'avais mis un exemple relativement simple à mettre en place, mais je l'ai plus ou moins dit avant, donc je ne vais pas répéter. Pour la sauvegarde hors site, j'ai parlé d'un disque dur externe branché sur la box de quelqu'un d'autre
où vous pourrez faire un pont, mais ça pourrait très bien être un cloud type Google Drive, iCloud ou OneDrive. Ok, c'est les GAFAM, mais c'est quelque chose qui est accessible et simple à mettre en œuvre. Et pour ceux que ça ne dérange pas, pourquoi pas? Faut pas non plus dire ne faites pas ça. Non, surtout qu'il y a plein d'offres de plein de prestataires voilà, qui peuvent correspondre à l'éthique de chacun. Quand j'ai présenté cette solution de 3-2-1, deux choses. Le premier, le coût. Mais ça va coûter une blinde. Alors, quand on parle de données critiques, les photos, les documents perso, 2 Tera aujourd'hui sur un disque dur externe, c'est moins de 100 euros par exemple. Ouais. Donc sur un investissement, le disque dur externe, on ne le changera pas tous les 15 jours. Donc sauf défaillance, vous achetez 2 disques durs de 2 Tera, un pour chez vous, un pour chez quelqu'un d'autre. Et après il y aura la mise en œuvre, mais vous avez une méthode de sauvegarde qui est relativement efficiente. Euh, Après, il y a les offres Drive, où parfois on a des 15 Tera gratuits, comme sur Google. Je sais pas si c'est encore 15 Tera sur Google. Ouais, mais maintenant ils l'ont étendu. Avant c'était séparé. Enfin, t'as fait 5 gigas pour les mails, 15. Ouais, Et en fait, maintenant tout est regroupé, ce qui fait unifié. qu'on a normalement tous l'alerte Google qui nous dit que notre Plus de stockage place. est plein. Ouais. Et par exemple, on va rester sur l'exemple de Google. Euh, 15 gigas, ça peut être suffisant pour certaines données qu'on souhaiterait sécuriser sur un environnement autre que son stockage local. Après, voilà, question de la confidentialité. On peut faire des choses au niveau de la mise en œuvre, on peut faire du chiffrement, on peut faire plein de choses, mais c'est pas là l'idée de ma chronique. Après, oui, une donnée critique pour soi veut pas dire qu'elle soit secrète. Enfin, comme tu disais, ça peut être des photos de vacances, ça peut être des documents, des factures, des factures d'électroménager. Enfin, la confidentialité rime pas forcément avec la criticité de la donnée. La seconde interrogation, c'était sur la complexité de la mise en place. Et là, en effet, faut passer par une étape de formation de l'utilisateur pour dire il faut faire comme ci, comme ça, pour mettre en place la sauvegarde. On peut automatiser des choses, tous les jours automatiquement la sauvegarde se fasse, mais il faut quand même montrer à la personne comment faire et aussi comment vérifier les sauvegardes, parce qu'une sauvegarde qui n'est pas vérifiée n'est pas une sauvegarde. J'en ai fait les frais. Je pensais que j'avais des données qui se backupaient tous les jours, j'ai eu un problème et mon dernier backup fonctionnel remontait à il y a bien longtemps. Donc faut pas se dire ça roule et le jour où ça fonctionne pas, c'est bon, ça va le faire. Non, il faut checker. Là, j'ai eu le cas au boulot. Ouais. Effectivement, normalement, sauvegarde toutes les nuits de la totalité du répertoire commun. Et puis finalement, le jour où je dis on a supprimé un truc là, est-ce que tu pourrais pas nous remettre la sauvegarde de la veille? Ah, alors, alors, C'est la mauvaise nouvelle, c'est qu'on n'a plus le document. La bonne, c'est qu'on va refaire tout le script pour la totalité du département. c'est pour ça que je dis parfois que on a beau être dans le Ah métier oui, oui, de complètement. près ou de loin, on n'est pas forcément exempt de tout reproche. Mais là, ce que tu dis, le test de sauvegarde, clairement, je pense que c'est l'étape qui est la moins vérifiée, même dans des environnements pro sensibilisés. Dans ma vision de mettre en place un bon process de sauvegarde chez moi, c'est pourtant pas compliqué de faire, hein. Tu fais un petit script en bash qui vérifie l'intégrité des données source-destination et ça te notifie si c'est OK ou si c'est pas OK et c'est fini, c'est vérifié ta sauvegarde. Mais voilà, je suis en train de faire un podcast avec vous au lieu de bosser là-dessus par exemple. On va terminer avec Jérôme, écoute, y a pas de souci. Je vais enfin arriver du coup à mon astuce qui est plus du bon sens. Euh, Sauvegarder vos données absolument. Parce que quand c'est perdu, c'est trop tard. Enfin, dans la plupart des cas, des fois on peut récupérer, mais ça peut soit coûter des frais, soit des récupérations partielles. Alors que si on fait l'effort de mettre en place quelque chose d'un minimum efficient, d'une, on évite toute source de stress et d'agacement en disant l'informatique c'est de la merde. Non, le problème c'est pas l'informatique, c'est l'usage qu'on en a fait. Euh, mais pour mettre en place une sauvegarde, il est important aussi de bien définir les données qui nécessitent d'intégrer ce processus de sauvegarde. Le jour où vous avez mis en place ça, vous avez aussi la satisfaction de pouvoir flex un peu face aux autres en disant ouais, de toute façon, moi, pour que mes données un jour je les perde,
faudrait qu'il y ait un sacré effondrement, hein. Ouais, en priant pour que ça n'arrive pas Donc, pour conclure, là, j'ai parlé de plusieurs choses. Ça reste imparfait parce qu'on pourrait en parler pendant des heures, débattre sur nos visions de comment gérer nos données. Mais Tu veux même dire si vous qu'on va faites pas quelque chose... débattre? Non! Si, on va pouvoir en parler après, bien entendu. J'attends que ça en fait. On pourrait faire un podcast complet sur la sauvegarde. Même si les sauvegardes que vous allez mettre en place ne sont pas parfaites ou optimales, comme ce qu'on a pu décrire, c'est toujours mieux que rien. Même si vous sauvegardez que de temps en temps sur un disque dur, si vous sauvegardez à côté sur un PC secondaire ou sur votre box, je sais pas, c'est mieux que de rien faire. Donc, en effet, on cherche toujours à faire le mieux possible, hein, mais essayez quand même de faire à minima quelque chose pour ne pas être frustré de la perte de vos données. Moi, je suis un peu sensible par rapport à ça. Un peu sensible. Non, je suis pas sensible par rapport à ça. Parce que faut bien vous dire que ça merde toujours un jour ou l'autre au niveau de l'informatique. Et moi, je sais que j'en ai fait les frais. Le petit Boki qui avait 15 ans, bah, il avait aucune sauvegarde. Il a perdu 5 années de sa vie, photos, vidéos, souvenirs, papier, tout ce que vous voulez. Bah, tout ça parce qu'en fait, il avait juste son PC. Puis un jour, en le déplaçant, il a fait tomber sa tour et puis il a tout perdu, quoi. Et on pourrait dire qu'on apprend de nos erreurs, et non, parce qu'on peut reperdre après d'autres données. Donc, faites des sauvegardes, vérifiez-les, et ce sera le mot de la fin pour moi. Merci pour cette jolie astuce chronique liée à la sauvegarde. Ouais. Jérôme, tu avais des choses à dire par rapport à la sauvegarde? En vrai, ouais, parce que là c'est quand même hyper tech tout ce que tu dis. Ouais. Et en fait, moi j'ai souvent le conflit avec des admins 6 où ils sont anti-drive, mais tous, sans exception. Et moi je leur dis, arrêtez en fait. Enfin, déjà ma mère, son problème numéro 1, c'est de se rappeler du mot de passe pour accéder à son drive. Donc, commencez pas à mettre en place des NAS. C'est à des années-lumière de sa capacité intellectuelle. Son problème numéro 1, c'est les mots de passe. Donc à partir de là, mettez en place un truc simple comme un drive. Et ça devrait être la solution universelle. Mais ça, c'est des choses qui peuvent s'entendre, comme tu le dis. En effet, c'est à cet texte que j'ai dit. Et après, la solution doit être en effet adaptée aux capacités et aux besoins de l'utilisateur. C'est pour ça que j'ai parlé de disque dur externe, par exemple. Un disque dur externe qui appartient à la personne. Il suffit juste de lui installer un logiciel qui est automatiquement, et d'ailleurs Windows en intègre, Mac aussi avec la Time Machine par exemple en intègre. Linux aussi. Linux aussi. Time Shift sur Linux Mint. Ça, c'est des outils où on peut automatiser des choses, ça ne demande pas un grand savoir-faire, et qui permettent de pouvoir, je ne vais pas dire garantir, mais apporter un certain confort sur la pérennité de nos données. Ouais. Ouais. Par rapport à ça, et c'est pas forcément un investissement énorme. Maintenant, le coût du stockage en 2025, par rapport à ce que c'était il y a 10 ans, il y a 15 ans, on peut se permettre d'acheter du stockage pour des prix accessibles aujourd'hui. Ensuite, j'ai marqué interroger Néo et Jérôme pour savoir s'ils ont déjà été confrontés à une perte de données. Donc je vais le faire de manière très, comment dire, naturelle. Dites-moi, Néo Jérôme, est-ce que vous avez déjà été confronté à des pertes de données, à vous en mordre les doigts pour ne pas dire autre chose? Moi, j'ai fermé une startup pour ça. Et ça rejoint exactement l'anecdote de Néo. En fait, il faut savoir que j'avais une application mobile qui était en production, qui était un peu en train de mourir d'elle-même. Et j'avais une 50aine d'utilisateurs quotidiens. J'avais plus envie de maintenir cette application. Ça faisait déjà 1 an que ça durait. Et en fait, par erreur, un jour, j'efface la base de données. Et je me dis, bah, c'est pas grave, je vais reprendre un backup. Et en fait, quand tu vérifies pas tes backups, je me suis rendu compte que mon dernier backup valide, il avait 6 mois. Et en fait, j'ai fait, Est-ce qu'on s'en servait vraiment, hein? voilà, du coup, j'ai fait un mail à tout le monde en disant, bah, ça marchera plus, l'application ferme aujourd'hui. Et ça n'a pas été une grande déception pour tout le monde. Mais ça a été une grosse leçon de me dire, vérifie tes backups, purée. Enfin, j'ai mis fin à un projet pour ça. Mais cette suppression de base de données, est-ce que c'est pas ton inconscient qui t'a dit faut que t'arrêtes, Jérôme? Et c'est exactement ça, vraiment. Il dit arrête de maintenir ce truc que personne n'utilise. Moi, c'est beaucoup moins spectaculaire, hein. J'ai perdu Merci. j'ai perdu mon blog WordPress comme ça. Mais pareil, pour une sombre histoire de base de données. Ton blog WordPress? Non, pas ton Eh blog oui, WordPress. bah si. Non, pas lui. Celui-là.
Ouais, ouais. On rigole, C'est mais terrible. j'avais quand même vu mes compétences en HTML qui sont catastrophiques. J'avais noté, en fait, je m'en servais de pense-bête de ce truc. Et donc, j'avais noté tout ce que j'avais mis des semaines à faire. On parlait de modding tout à l'heure, mais c'était ça, en fait, c'est le temps que je ne voulais pas repasser. Bon, bah, décidément, finalement, je trouverai autre chose. J'avais pas vraiment besoin de cette fonctionnalité, finalement. C'est dingue comme on peut relativiser. Et sinon, j'ai mon collègue aussi qui a eu la bonne idée de faire sous Linux une petite commande qui est bien connue de de tout Linuxien débutant, à savoir le rm-rf. Lui, il était dans son dossier personnel et il voulait supprimer la totalité du contenu d'un autre dossier. Donc un rm-rf, le nom du dossier, slash étoile. Bon, ça c'est bien, sauf si tu mets un espace entre le slash et le étoile. Ce qui donc, dans un langage un petit peu moins tech, fait, au lieu de supprimer la totalité de l'intérieur du dossier en question, supprime le dossier en question et la totalité des éléments dans le dossier dans lequel tu te trouves, à savoir son dossier personnel, donc avec tous les profils, enfin tout ce qui est personnalisation de son système. Bon, voilà, on est reparti sur une fraîche install, hein, c'était bien aussi. Voilà. Sachant qu'on n'a pas vidé la corbeille et restauré la corbeille en faisant ça, quoi. Non, 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 C'est finito. effectivement. Mais écoutez, on avance plutôt pas trop mal pour ce podcast, 1h20 de tournage. Et on va arriver maintenant au moment de l'invité, car on a pu t'entendre parler avec verve et passion de plusieurs choses pour le moment, mais on ne te connaît pas tant que ça, enfin, nous ne te connaissons pas tant que ça, car moi je te connais un petit peu quand même. Oui. Euh, on va passer sur la partie où on va te cuisiner. Dis-nous qui tu es, Jérôme. Alors déjà ouais, ça va être ça, parce que on sait que tu t'appelles Jérôme, Ouais, c'est bien. voilà. Mais moi, j'ai pas de pseudo comme vous, donc c'est un peu moins cool. J'ai le @Jérôme sur Twitter, c'est moi. Et ben voilà. Alors déjà, Jérôme, est-ce que tu peux te présenter un peu succinctement ta tranche d'âge, si tu es confidentiel par rapport à ton âge, qui tu es, et voilà, juste ça, après on va dérouler ton parcours. Je suis plus du tout confidentiel, donc si tu fais une bonne recherche Google, t'as mon âge, t'as mon numéro de téléphone, t'as Tout. tout est sur Google. Une personnalité publique. C'est une personnalité. Je suis Jérôme Essler, si vous voulez me trouver sur Google. Je suis ingénieur en informatique depuis une paille. Et j'aime bien tout simplement dire que je suis développeur, en fait. Je code des trucs au quotidien. Ça, c'est mon intro rapide. Comment ça va se passer au niveau de l'interview? On va partir sur ce que tu fais présentement, et après on va faire un grand pas en arrière pour arriver au tout petit Jérôme et ta découverte du numérique. Donc là, le Jérôme de 2025, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Il a créé une entreprise qui s'appelle Perfect Post, qui a un effectif de 1, qui est moi-même. Et je commercialise un SaaS et une extension navigateur qui aide les personnes à publier, enfin surtout à apprendre à être présent et à publier sur LinkedIn. Ok, donc il y a pas mal de choses à dire là-dessus, on va pouvoir digresser tranquillement. Déjà, cette idée de mettre en place un outil pour LinkedIn, c'est venu par rapport à un besoin que tu as identifié, ou c'est venu genre de dire, ah tiens, c'est possible de faire ça, tiens, je le fais. Enfin, est-ce qu'il y a eu un vrai process de recherche sur quelque chose à créer, ou ça apparu comme une évidence pour toi? Tu veux la vraie histoire? C'était pour troller quelqu'un. Ok, En fait, ça faisait un petit moment que je commençais à rentrer dans ce LinkedIn game, comme certains racontent, qui est un peu cringe de loin quand tu le regardes. C'est que des posts un peu bizarres sur LinkedIn avec des personnalités un peu cheloues. Et en fait, j'avais vu un pote qui avait sorti une théorie et avait fait un super carrousel. Donc, les carousels, c'est des petites pages que tu slides comme on peut voir sur Instagram. Il y a la même chose sur LinkedIn, de 30 pages, où il avait théorisé, mais au bout de combien de caractères est-ce que votre post va être coupé dans le fil d'actualité? Et vraiment 30 pages de documents pour faire ça. Et moi, je suis un peu développeur, j'avais fait clic droit, inspecter le code, je lui ai dit, tu sais que l'intégralité des posts coupe à 9 EM de hauteur.
Il n'y a pas de. En plus, un M ne fait pas la même largeur qu'un I, évidemment. Tout le monde le sait. Donc ta théorie tombe à l'eau, quoi. Tu vois, ça, c'est des blagues de développeurs prétentieux, Néo, C'est tu vois. exactement. Et du coup, j'ai sorti une extension navigateur qui trace un trait à 9 EM de hauteur. Et j'ai fait, voilà les gars, le truc il coupe là. Tiens, est-ce que tu peux nous expliquer l'unité, l'EM? Le EM. L'unité de EM, en fait, c'est une unité de mesure qui se base sur la taille du M. Donc en fait, tu vas commencer par définir en fait une taille de police. Tu vas prendre la largeur que fait un M et ça va te donner une unité de mesure. Voilà. Donc c'est un peu comme ça qu'on fait des polices responsives lorsque tu es développeur. En fait, tu vas fixer la taille de ta police et après tu vas faire que des dimensions relatives à cette taille de police. Des multiples. Exactement. Donc en fait, il fallait juste tracer un trait à X pixels de hauteur et l'affaire était dans le sac, quoi. Et le projet est parti comme ça. J'ai sorti ça, j'ai dit tenez les gens de LinkedIn, j'ai fait une extension qui vous dit où est-ce que votre poste va couper. Et la blague est partie beaucoup trop vite, beaucoup trop fort. J'ai eu en quelques semaines des milliers de téléchargements, des gens qui commencent à faire des posts LinkedIn en disant regardez cet outil incroyable qui nous dit enfin où notre poste va couper. Et moi je me dis bon sang, dans quoi j'ai foutu les pieds? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et après je sortais pas de nulle part. Ça faisait un moment que j'avais l'habitude de lancer des MVP. Alors, les MVP, pour ceux qui savent pas, c'est pour, en anglais, Minimum Viable Product. C'est un petit Je peu croyais que c'était Most Valuable Player, c'est pour Ouais. ça que j'étais au basket encore. C'était presque dans la même ref. Donc en fait, c'est l'idée de concevoir un peu un prototype, enfin l'outil, le premier outil que tu peux vendre. C'est ça le principe d'un MVP. Et donc j'ai commencé à réunir une communauté de personnes autour de moi. J'ai commencé à leur poser la question en disant mais attendez, qu'est-ce qui se passe avec mon outil? C'est quoi la hype autour de ça? Qu'est-ce qui vous intéresse? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Et en montant cette communauté Discord, en fait, j'ai fait construire l'outil grâce à cette communauté, en ajoutant au fur et à mesure plein de nouvelles fonctionnalités à cette extension. Et j'avais une autre boîte à l'époque, et au démarrage de ce projet-là, je disais non, mais ça, ce sera toujours un truc pour le fun, ça ne deviendra jamais une entreprise. Et en fait, la communauté a été tellement pressante et m'a dit mais on veut payer. Je lui ai dit oui, mais payer pourquoi? et, et en fait, du coup, pendant 6 mois, je travaillais le truc. Je fais allez, si dans un an j'ai 10 000 personnes par jour, on en fait une boîte. Et en fait, 6 mois plus tard, j'en avais 15 par jour. 15 000. Et je me suis dit, bah, en fait, j'ai pas le choix, il faut que je monte une boîte, là, il faut que je fasse un truc avec ça, quoi. Et donc, j'ai monté un modèle économique, il y a un SaaS qui est sorti, et un an après le lancement de cette extension, il y avait l'entreprise qui était en place, et je commençais à dégager les premiers euros de chiffre d'affaires. Et tout est géré par toi tout seul? Moi, tout seul. Exactement. La totalité de l'entreprise, en fait. La compta, l'achat des stylos, etc. Le développement, le support client, tout. Avant ça, tu étais déjà un peu intéressé par tout ce qui se passait sur LinkedIn ou pas plus que ça? Et j'avais quand même en fait un petit peu de nez sur ce qui se faisait sur LinkedIn, parce qu'en fait en 2020, pendant le Covid, j'avais une agence de développement avec 6 salariés et enfermé à la maison, j'avais plus de moyens de prospecter. Donc en fait, comme tout le monde qui gérait une boîte à cette époque-là, on s'est tous réunis sur LinkedIn pour continuer à chercher des clients, quoi. Et c'est un peu en 2020 que j'ai commencé à mettre le nez là-dedans, dans ce réseau, et à se dire, bon, alors comment on fait pour prendre la parole là-dessus? Comment on trouve des clients? Comment on fait de l'argent? Et spoiler, j'ai pas du tout réussi à faire d'argent. J'ai été vraiment nul en communiquant sur LinkedIn. Donc j'ai bouffé des cours et des cours et des cours. Et puis en fait, au bout d'un moment, tu te rends compte que toutes les formations, tous les pros de LinkedIn te répètent en boucle les mêmes astuces, les mêmes conseils. Et donc à la fin, c'est un petit peu ce qu'a infusé l'outil qui est actuellement, où j'ai un condensé de tous ces cours et toutes ces recommandations et bonnes pratiques. Voilà. Pour te faire un peu la promo de l'outil, par exemple, quand tu démarres là, tout de suite, je te donne des objectifs quotidiens qui sont un peu hérités du design de l'Apple Watch, où je te dis remplis tes cercles. Si tu veux être présent sur la plateforme, pense à liker 10 posts par jour et à commenter 3 fois par jour. Et ça, cet outil-là, on peut le trouver où C'est sur le Chrome Web Store ou Firefox, ou enfin c'est présent sur tous les navigateurs. Tu vas sur le store, tu l'installes, c'est gratuit. D'ailleurs, rappelle le nom du... Perfect Post. Perfect Post, ok. Impeccable. On reparlera un peu après du modèle de fonctionnement de ton outil, parce que je vais garder un peu de substance, un peu tech pour après. Je te propose du coup qu'on fasse un bond dans le passé, un peu plus de 30 ans en arrière. J'ai pas dit mon âge. Hein. Oui, mais T'as je vu sais qu'il a ton âge. largement estimé. Je sais ton âge. Je sais qu'on est des dinosaures pour toi. Ouais, je sais. Ton premier rapport à la tech,
c'est quoi ton plus vieux souvenir lié à la tech ou à l'informatique? D'aussi long que tu te rappelles. Le Minitel. Ah, si tu veux parler de dinosaures, mais Et on Et était là-dedans. t'as connu expérimenter le Minitel ou c'est quelque chose que... j'ai vraiment expérimenté le Minitel parce que ma mère bosse dans une école. Et en fait, elle avait le Minitel dans cette école-là. Et moi, je voulais récupérer des codes de triche pour la PlayStation, quoi. Donc, D'accord. donc j'allais sur le Minitel pour récupérer des astuces et des conseils sur mes jeux que je jouais sur la PlayStation. Si on devait décrire un petit peu ce qu'est le Minitel, parce que je pense que on a une partie de notre auditoire qui a pas connu le Minitel. D'un point de vue facteur de forme, ça ressemble un petit peu à l'Apple II qui est derrière Boki. Je pense Que qu'on vous est voyez Certains ne tous. verront toujours pas. que vous voyez tous. Dans ces vidéos Unread, c'était une perche pour C'était une l'envoyer passerelle vers mes vidéos. sur la passerelle, sur Et la chaîne de Super pensez à Boki. vous abonner sur Tipeee et Patreon Exactement. au passage. Bon bref, effectivement, donc un gros boîtier, enfin un boîtier avec un écran cathodique, donc un gros cube on va dire, sur lequel on pouvait, avant Internet, aller consulter des pages, dont les pages de code de jeux C'est vidéo. presque un form factor de Minitel, ça, non? J'avoue. En plus petit. On est toujours en podcast audio, mais oui, c'est peut-être un peu plus grand encore. Dès que t'as besoin d'intervention non pertinente, tu me demandes, hein, de toute façon. Oui, j'avoue que oui, j'avais oublié qu'on était en podcast audio. Mais vous pouvez nous retrouver sur la chaîne La tête dans les nuages, chaîne YouTube. Après, je me rappelle d'un PC qu'avait ramené ma mère chez moi. Je saurais même pas te dire le numéro de version de Windows, mais tu sais, tu devais booter l'OS en enchaînant 4 disquettes de je sais plus quelle taille. Et j'avais juste appris les couleurs par cœur. Il fallait que je mette la bleue d'abord, la rouge ensuite. Et ensuite, si je voulais lancer le programme pour dessiner, il fallait que je mette la jaune. Et si je voulais lancer le jeu, il fallait que je mette une autre couleur. Et j'avais une imprimante à aiguille. Et du coup, j'imprimais mes dessins Paint en noir et blanc. Et c'était horrible ce son. Les imprimantes à aiguille, c'était catastrophe. Ça, c'est une époque que Néo a connue, ça, non? Ah bah écoute, justement, quand tu posais la question à Jérôme de savoir quel était le plus vieux souvenir de la tech, c'est un des trucs qui me venait en tête. C'est l'imprimante à aiguille que j'avais à la maison et qui imprimait aussi, je crois, mes magnifiques dessins Paint. Oh, c'était... Ouais. Alors ça mettait 20 minutes pour imprimer une page et ça faisait un bruit. Ah, c'est pas le genre de truc où t'as imprimé tes codes pour la console à 2h du mat en cachette. Ça marchait pas, ça. On va enchaîner sur ce petit entretien. Est-ce que pour toi, t'orienter sur l'informatique, ça a été une évidence, ou est-ce qu'à un moment, tu as eu un déclic où tu t'es dit, je veux bosser dans l'informatique? Je me suis toujours dit que je voulais bosser dans l'informatique. Ok. Donc toi, il n'y a pas eu de plan B. Dès lors où tu as été en âge de te positionner sur ce que tu voudrais peut-être faire plus tard, c'était ça. Ouais, j'avais aucune idée de ce que ça voulait dire bosser en informatique. Donc au début, j'ai fait le stage de troisième, je crois que je l'ai fait dans une boîte où on réparait des PC, mais qui m'avait fait démonter un ordi, remonter un ordi, j'étais refait. Je trouvais ça incroyable. Mais j'avais aucun plan de carrière, mais il fallait que ce soit dans les ordinateurs. Ok. Ça nous fait une transition toute trouvée vers ton parcours scolaire. Est-ce que tu penses que tu as eu un parcours scolaire logique pour quelqu'un qui veut travailler dans l'informatique? Un parcours que tu retrouves beaucoup, qui Ok. était logique pour moi. Ok. Où j'ai fait un bac S option sciences de l'ingénieur. Sauf qu'en fait, j'avais la flemme de bosser. Donc, je suis allé en BTS informatique de gestion. J'avais dit très peu pour moi la prépa. La fac, vous me laisserez en roue libre, je ne travaillerai pas. Donc, il faut que j'aille faire un BTS. Et ensuite, à l'issue de ce BTS, les profs m'ont regardé et m'ont dit, sérieusement, Jérôme, va en école d'ingénieur. Arrête tes conneries. Et du coup, je vais aller à l'école d'ingénieur sans grande conviction et j'ai fini l'école d'ingénieur un peu par hasard, quoi. Enfin, mais du coup, c'est un parcours assez commun qu'on avait à l'époque. Parce que de toute façon, il y avait si, il y avait quand même Supinfo qui était implanté à l'époque, mais de toute façon, on était obligé de faire des études supérieures pour apprendre l'informatique, quoi. Il n'y avait pas autant d'écoles de reconversion professionnelle ou d'autres choix que de faire ça. Il y avait beaucoup moins, en effet, de disponibilité et de profusion d'écoles privées en tout Oui, genre pour ni, faire ni de de, l'informatique. ni de formation
En distanciel, parce que maintenant, c'est vrai que c'est l'avènement de ces formations, il y avait pas Si à on l'époque. compte pas le site du zéro. C'est du zéro qui maintenant s'appelle Open Classroom, mais Exactement. effectivement, je crois que tous les vieux comme nous ont commencé là. On a tous fait le cours de C sur le site du zéro. Enfin, moi, du coup, je l'ai fait au lycée, ce cours. Ce qui m'a permis de créer mon premier virus que j'ai déployé dans mon lycée. Grande fierté. Grande fierté. Tout le monde savait que c'était moi. Personne n'en avait la preuve. Et j'ai foutu un gros bordel pendant un mois. Parce que j'avais créé un petit programme. En fait, tous les PC de tout le lycée étaient tous installés avec le même compte admin. Compte admin qu'on m'avait donné. Enfin, pour une raison, je ne sais plus pourquoi. Et du coup, j'avais créé un programme qui faisait juste la commande, enfin, c'est celle pour éteindre sous Windows SVShot ou un truc comme ça, en boucle sur toutes les IP que j'arrivais à scanner. Sauf qu'en fait, j'éteignais l'intégralité du lycée, pôle administratif compris, cantine compris, tous les quarts d'heure. Je me rappelle, c'était un de nos jeux en BTS aussi, ça détonne les PC de nos collègues à distance. C'est ça, donc ça c'était la première version, tous les quarts d'heure, et la deuxième version, j'avais un pote qui avait un Windows Phone 5, et du coup on avait fait un gros bouton rouge, et quand on appuyait dessus, ça shutdownait le lycée. Et on était tellement fiers de nous. Et quand j'ai vu des mecs débarquer en valise, je me suis tellement chié dessus. Enfin, on s'est dit c'est fini, notre vie est terminée, il y a le FBI qui vient de débarquer. Et juste ils ont trouvé le PC qu'on avait planqué dans un placard, et ils l'ont débranché, fin du problème. Et après, mon prof de sciences d'ingénieur à qui je reprends le train 2 ans plus tard, qui me dit tu sais, on l'a trouvé le PC. J'ai fait je vois très bien pas quoi vous parlez. Oui, parce que ça nous avait quand même vraiment embêtés. Ouais. Pour revenir à ton cursus et le BTS, donc j'avais dit un peu qu'on avait fait une partie de notre parcours scolaire ensemble, donc les 2 années de BTS. Et pour une petite anecdote pour agrémenter le podcast, c'est grâce ou à cause, je sais pas, de Jérôme, que je me suis rendu compte que j'étais une bille en développement. Parce que là où la théorie de base, je pouvais la comprendre, ce qui pour moi dans du travail était une évidence pour Jérôme sur tout ce qui était développement. Et tu sais, quand quelqu'un te regarde avec des yeux de genre, non mais c'est évident. Non, c'est pas évident, Non, puis, Jérôme. puis ça aide à comprendre en plus Et quand. c'est là que je me suis dit, jamais je ferai de dev parce que là, déjà, j'étais pas une grosse force de travail. Et ce C'est qui bien dit. pour lui était une évidence me demandait du travail. Et je comptais pas faire ce travail. Et je me suis dit, au mieux, je serai un développeur médiocre qui pourra peut-être faire quelque chose, mais jamais je serai pas suffisamment efficient pour m'épanouir dans ce métier-là. Et donc, grâce à Jérôme, je me suis dit, jamais je ferai de dev après. Il Et l'a chose répété que j'ai pendant 1 an, parfaitement tenue. tout le temps en cours. J'aurais jamais dû faire dev. Parce qu'en fait, en première année de BTS, on disait, à la fin, tu choisis soit dev, soit réseau. Moi, c'était réseau dans ma tête. Et il y a eu un lobbyisme. Faut faire dev, parce que de toute façon, on voit quand même du réseau, alors qu'en réseau, on voit pas de dev, gna gna gna. Et moi, personne influençable et innocent, j'ai suivi ces gens-là. Et la deuxième année, c'était une catastrophe pour moi. Et en plus, j'ai pris maths renforcée, j'étais une bille en maths. Enfin, j'ai tout fait pour pouvoir planter mon BTS, quoi. Et donc Donc, c'était quoi c'était du C aussi en BTS, le langage utilisé, ou c'était du langage web non, non, on a fait beaucoup de langage web. C'était plus HTML, PHP, CSS. On a fait du On avait Visual fait Basic. un peu de Visual Basic, ouais. Ouais, ça On avait commencé sur j'en ai fait VBC. ça. Ouais, C'est vrai, tout à fait. j'ai fait ça aussi, ouais. Visual Basic. Et donc, voilà, donc, nous, après, on s'est quitté. Toi, t'es parti faire. C'était Polytech Tours, je crois, t'étais parti pour Polytech. faire ton école d'ingé, ouais. Que t'as eu avec succès, du coup. Et pourquoi tu dis que c'est par hasard? C'est que t'as rien fait pour avoir ton niveau ingénieur ou J'ai rien fait pour avoir mon diplôme. Puisqu'en fait, quand on a fait le genre des BTS, personnes qui énervent? ouais, non, mais en fait, c'était un peu mon super pouvoir et j'en ai un peu surabusé, tu vois. Je savais que je posais mon cul dans l'amphi, c'était fini, j'avais appris le cours. Donc, j'ai juste joué à ça. Je me suis posé le cul dans l'amphi et ça a fait le job. Mais en fait, à cause de Boki, on a pris un stage dans une boîte à jouer les tours. Et en fait, c'est ce mec-là où on a fait notre stage qui m'a donné le virus de l'entrepreneuriat. C'était Proximicro, c'est ça? C'était exactement Proximicro. Parce qu'en fait, notre BTS a une particularité, on faisait une journée de stage par semaine. Et on avait trouvé cette planque à jouer les tours où lui réparait des PC et moi je codais des trucs gratuitement pour ce mec. Et du coup, il m'a donné envie d'entreprendre et de lancer des boîtes. Et du coup, à la sortie du BTS, j'ai monté ma première boîte tout de suite. Et du coup, en fait, c'est aussi pour ça qu'à Polytech, j'ai pas fait grand chose parce qu'en fait, je passais mon temps dans le fond de l'amphi à bosser pour moi et pour mes boîtes au lieu de suivre les cours. Donc la plupart de mes profs se disaient oui, ce gars-là, c'est un gars pas assidu qui branle rien. Et j'étais étiqueté comme ça, quoi. Dans quel domaine?
Je vendais des sites internet. J'ai vendu beaucoup de jeux concours Facebook aussi. À l'époque où sur Facebook, Ah tu oui, devais liker une page, commenter un post pour participer au truc. J'en ai vendu à l'appel, des trucs comme ça. d'accord. Tu as contribué à ce que les réseaux sociaux deviennent un enfer. Exactement. Je vendais des arbres de Noël pour Jardiland. Où si tu likais, t'avais une chance d'avoir ta tête sur l'arbre de Noël de Jardiland. Des projets un peu nuls comme ça. Tu veux dire, t'étais étudiant, t'arrives à faire 1000, 2000 euros par mois, t'es refait en fait. Bah oui, oui, Ah oui. effectivement. Voilà, du coup, j'ai été dans les premiers auto-entrepreneurs de France à créer le statut. Et d'ailleurs, moi, il me semblait que tu avais déjà fait les démarches en fin de BTS, c'est pour ça qu'au niveau de temporalité, ouais, ok. Ah bah c'est possible. Ouais, oui, j'ai peut-être démarré en BTS. Ouais, Non, mais c'est pas mal, j'avais ces souvenir. profils de gens qui déjà dans les études enfin, ont envie d'entreprendre. Là, c'est intéressant. Et puis j'avais aussi un truc, c'est que je viens d'une famille de campagnards. Bosser les étés, ça voulait dire tu vas faire les maïs, ou tu vas faire les melons, ou tu vas faire les vignes. Et moi je fais 1,50 m, faire les maïs c'est horrible. Les trucs font 3 mètres de haut, je peux pas atteindre le truc. J'ai passé les pires années de ma vie. Dès que j'ai compris que je pouvais gagner de l'argent en restant le cul assis devant mon PC, j'ai dit mais c'est terminé, je ne retournerai plus jamais faire les melons. Enfin, je veux gagner de l'argent en restant le cul assis sur mon PC. Donc ça a vraiment été mon moteur, quoi. De me dire, ok, le dev, je vais être bon là-dedans, et je vais gagner de l'argent très vite avec ça. Oui, puis en plus, il suffit d'acheter une chaise haute et puis t'es à hauteur, quoi. Exactement. Le clavier, t'es nickel. Hein. Non. Mais vous ne voyez pas là sur le podcast, mais on voit sa tête et ses genoux. Non, je plaisante. Tu vois, comme on te l'a dit, Jérôme, c'est la bienveillance avant tout dans ce podcast. Je sais, je vois ça. Ouais. Et tu nous fais une parfaite transition vers le début de ton activité professionnelle, donc qui a fait un peu transition avec ton cursus scolaire, enfin ça s'est chevauché. Est-ce que tu as toujours été dans l'entrepreneuriat ou tu as été également salarié? Dans le coup, j'ai jamais été salarié. Non, aucune C'est boîte. énorme. J'ai toujours été freelance. Après, j'ai été salarié de mes propres boîtes, mais ça compte Oui. pas. Ouais. Oui, non, tu as compris le fond de la question. T'as jamais eu de patron autre que toi? Non, j'ai eu des maîtres de stage. Après, si j'ai fait un été à la Fnac de Bourges. 3 mois absolument extraordinaires, mais bon. Oui, tu es tombé amoureux de la ville grâce À cause de à toi, ce ouais. stage. Avant de parler de tes différentes entreprises, par rapport à cette vision que tu as par rapport à être soit patron, soit sur le salariat, est-ce que tu te verrais à court, moyen ou long terme intégrer une entreprise en tant que salarié uniquement Ça, pour le confort, pour d'autres choses? ça a toujours été mon filet de sécurité. Je sais que s'il y a un problème quelconque, je retrouve du travail instantanément. Donc c'est aussi ça qui m'aide à tenir dans l'entrepreneuriat, c'est que j'ai cette sécurité de l'emploi qui est vraiment un cheat code de ouf en étant développeur, plus la notoriété que j'ai réussi à me faire à côté, si je peux me vanter. Mais Oui, tu peux. je plante ma boîte, le lendemain je travaille. J'en suis Ouais, persuadé. Donc en fait, ouais. j'ai pas envie que ça arrive, très honnêtement. Donc faudrait pas que je nique mon plan B, mais enfin, Ouais. mais c'est toujours un truc qui reste dans un coin de ma tête de me dire, bah allez, de toute façon tu risques rien, si jamais tu te foires, bah, c'est pas la fin du monde. Ces derniers temps, le monde de l'emploi, enfin, du travail, du côté des devs, il en a quand même pris un sacré coup. On a recruté énormément sur la période Covid, post-Covid même, à la reprise. Et là, on se retrouve à avoir formé et recruté énormément de monde. Et j'ai quand même l'impression que les postes qui partent, là, quand quand on allège la masse salariale, c'est un Ah peu mais aussi les devs qui trinquent. Ouais. ouais, mais souvent on est crème sur les postes de junior. Oui, c'est sur Et, les postes de junior, ouais, t'as raison. ouais, et donc c'est là où j'ai un peu de la chance. Ouais, ouais. Parce que effectivement, on pourra en parler un peu plus tard, je suis aussi formateur dans une école qui fait des reconversions pro, où on forme 2 promos par an de 30 à 60 personnes. Le marché est saturé de développeurs juniors, c'est une évidence. Donc c'est plus aussi simple quand tu es junior de trouver du travail. Faut vraiment arriver à se démarquer. Mais dès que tu as 5-6 ans d'expérience, ça reste... Enfin, et que tu sais te vendre. Hein. De toute façon, il faut être bon commercial pour trouver un emploi, mais ça reste beaucoup plus facile de trouver un travail. Surtout si toi, d'ailleurs, tu as un gros background et des choses à montrer sur tes capacités à faire. Et comme tu dis, après, tu peux toujours te vendre aussi sur des missions de freelance ou même si une personne ne te garde pas forcément sur un CDI, sur de la mission, tu peux te positionner.
Donc peut-être une certaine précarité entre guillemets parce que freelance ça peut aussi être confortable. Mais ouais, donc t'es pas inquiet sur ta situation professionnelle à venir si jamais l'entrepreneuriat ça venait à péricliter. Et puis après, je te dis, ça fait 15 ans que je suis entrepreneur. Donc en fait, j'ai appris à gagner de l'argent. Donc tu vois, là, c'est pas un truc caché. J'en ai fait un post LinkedIn il y a quelques semaines. J'ai eu des problèmes d'argent. J'ai pas eu de mal à trouver des gens qui avaient confiance en moi et qui avaient besoin de missions en freelance. Donc en fait, ouais, c'est très 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 dur l'entrepreneuriat, mais une fois que tu as craqué le code, et c'est vraiment, c'est un jeu, hein, ce truc-là. Une fois que tu as appris à vendre, tu comprends très vite que tu peux t'en sortir, quoi. Mais l'entrepreneuriat, tu dis que c'est un jeu. Pour toi, tu vois ça comme un jeu ou comme quelque chose de sérieux parce qu'il y a quand même des tenants et aboutissants qui peuvent te générer peut-être du stress ou Ah oui, non, mais c'est une source de stress infinie. Et c'est des montagnes russes constantes. J'ai perdu énormément de cheveux en cours de route. Euh, Encore une fois, ça reste un podcast audio. ça se voit pas. Donc non, non, je suis quelqu'un qui, avec le temps, j'ai appris à avoir une bonne tolérance au stress, mais non, c'est pas une vie facile. Mais si tu le prends comme un jeu, c'est comme ça que je l'ai abordé et que tu arrives en fait à processiser ton travail, c'est c'est cohérent. En fait, il faut surtout apprendre à ne pas vendre ce que tu as envie de vendre, mais à vendre ce que les gens achètent. Et c'est extrêmement bateau à dire, mais en fait, 99% des gens qui se lancent veulent vendre un truc qu'ils ont envie de faire. C'est la première des erreurs. c'est une erreur, ça, ouais. Ouais. Mais mais moi le premier, des fois, j'ai envie de faire un truc, je vais essayer de le vendre. Et en fait, au bout d'un mois, je dis, mais non, Jérôme, tu sais que ça marche pas comme ça. Ok, ça va nous amener sur la suite de cet entretien par rapport à ta vision sur les perspectives à venir. Mais on va s'orienter sur le présent et revenir à nouveau sur ce que tu fais avec Perfect Post. Euh, Avant Perfect Post, est-ce que tu saurais quantifier le nombre de projets que tu as pu mener, pas forcément jusqu'à la fin, parce que je suppose qu'il y a certains projets qui n'aboutissent malheureusement pas. Est-ce que tu saurais quantifier un peu le volume de projets que tu as pu mener? S'il y a une métrique que je peux utiliser, c'est déjà ceux que j'ai mis en prod. Il y en a eu 5 que j'ai mis en prod et qui ont D'accord. vécu un peu plus d'un an. Après, des projets qui ont jamais vu le jour, il y en a eu plein. Et tes projets sur un an, c'est que c'est des projets qui sont spécifiés pour avoir une durée d'expiration ou c'est le cycle de vie qui s'est fait naturellement comme ça sur une année? Ouais, c'est moi qui leur mets ce cycle d'expiration. Ok. Alors en fait, c'est assez graduel. Tu vois, sur ma première boîte que j'ai eue pendant que j'étais à Polytech, on a développé un logiciel et on a tenté pendant 4 ans de... Déjà, on a passé 4 ans à le dev et essayer de le commercialiser. Et en fait, ça a été une première leçon de se dire, ok, 4 ans, c'est trop long. On va refaire une autre version, on recommence. Ce coup-ci, on le fera en 2. Mais en fait, même 2, c'est trop long. Et puis en fait, à force d'itération, tu te dis que je suis arrivé à l'extrême où sur les derniers projets, bon, ok, il faut que ce soit dev en moins d'un mois. Et si dans 6 mois, je fais pas un euro de chiffre d'affaires, le projet, il est mort. Donc en fait, c'est plus par pétage de gueule successif que j'ai réduit le temps de vie de mes projets, quoi. Est-ce que tu penses que Perfect Post, bon, ça fait un peu bateau de dire ça, mais c'est un peu le projet de la maturité pour toi? Ah bah totalement. Enfin, déjà, ne serait-ce qu'en termes de structure de code, il a repris énormément de bases de code de mes anciens projets. J'ai été capable de le développer en un temps record parce que j'avais absolument tous mes... Enfin, moi je suis DevOps de formation, donc j'avais tous mes scripts pour déployer une infra extrêmement vite. J'avais tous les outils techniques et les briques de code pour lancer ça. Donc en fait, ça a été extrêmement vite à construire et à monétiser, quoi. Donc oui, ça Est-ce que sort pas tu de nulle part. pourrais, est-ce que tu pourrais expliquer un petit peu DevOps? Rapidement, je pense que c'est le genre de terme qu'on expliquera soit au cours d'un podcast dédié, soit par petits épisodes, mais c'est assez intéressant. Les DevOps, c'est un mouvement qui est apparu il y a quelques années, où en fait les développeurs sont rentrés dans des cycles d'agile, se sont mis à livrer des apps à un rythme effréné toutes les 2 semaines. Et en fait, en face, on avait des ops, donc des admins système et serveurs, qui eux cherchent la stabilité, qui disaient attendez les gars, c'est pas possible, on peut pas faire une mise à jour toutes les 2 semaines de notre serveur, quoi. Donc en fait, il a fallu un peu réconcilier ces deux mondes, et c'est à partir de là qu'on a vu émerger notamment Docker, entre autres, si on prend l'issue de toutes ces années d'expérimentation. Et en fait, l'idée, ça a été de se dire, bon, il faut qu'on arrive à un peu plus automatiser les livraisons d'applications, donner un peu plus la main aux développeurs dans l'infra, et aussi les ops, bah, il va falloir vous mettre un peu au code, désolé Boki,
et il va falloir que vous arriviez à aussi suivre la cadence et à scripter vos infras et les mettre à jour régulièrement. Donc en fait, on a un peu ce profil hybride où on fait à la fois du code et à la fin de l'infra. Mais c'est un peu réducteur de dire ça, quoi. C'est plus des développeurs qui doivent réfléchir à leur infrastructure technique avant de commencer à coder. Ça n'enlève pas le boulot des ops. Ouais, c'est un pas d'un monde vers l'autre Ouais, c'est ça. de chaque côté, hein. Moi, c'est ce que je fais actuellement là, et oui, c'est vraiment aussi bien les admin 6, comme tu le dis, qui du jour au lendemain ont des livraisons régulières, et de l'autre côté, de penser aussi à l'infra. Ouais, c'est très bien expliqué. Je te remercie. Avec plaisir. Et par rapport du coup à cette formation de DevOps, est-ce que tu considères que les études que tu as fait, que ce soit en BTS ou en école d'ingé, ça te sert encore aujourd'hui dans ton métier? Ou c'est plus la partie autodidacte et tes projets à toi qui ont plus fait ce que tu es, quoi? Il y a les deux. Si tu prends, je vais surtout parler de l'école d'ingénieur parce que ça a été le plus formateur. Si tu prends les cours premier degré, ça sert à rien. Parce qu'on t'enseigne une pelletée de trucs qui sont objectivement inutiles. Genre, j'ai eu un cours d'assembleur. On m'a fait coder un système d'exploitation en assembleur. Et vu qu'il n'y avait pas d'idée pour de l'assembleur, je le codais sur Windows 3.5. C'est le summum de la connerie, tu vois. Il n'y avait pas les touches rémanentes sur Windows 3.5. Si tu maintiens la touche supprimée un peu trop longtemps, t'as appuyé 10 000 fois dessus. Donc quand tu es en train de coder, c'est absolument insupportable. Mais en fait, l'école d'ingénieur a été absolument incroyable parce qu'en termes de culture générale, j'ai tout vu. J'ai tout vu mais sur tous les pendants de l'informatique qui soient extrêmement scientifiques. Par exemple, en 2011, on travaillait sur des réseaux de neurones et sur des outils qui sont maintenant à la base des LLM. Et d'ailleurs, à l'époque, mes profs me disaient ce truc-là est dysfonctionnel, ça ne marchera jamais. Des visionnaires. Des visionnaires. Et en fait, vraiment une culture générale de malade. Donc en fait, si tu viens là-bas, que tu es assidu, tu as appris plein de choses sans t'en rendre compte. Et en fait, je pense que c'est ça qui fait la force des ingénieurs, parce que c'est ce qu'on te demande dans ton métier de développeur et d'ingénieur. C'est d'être curieux, c'est d'avoir une culture générale et d'un moment débarquer sur un projet et de te dire bon ok, je sais pas encore le faire, mais donne-moi une semaine et c'est bon, je suis opérationnel. Ok, donc pour toi, il y a quand même un gros côté positif à ce que tu as pu assimiler Ah bah clairement. lors de ton école d'ingé. Mais ça, c'est la digestion de ces années-là que je te dis maintenant. Mais quand tu sors directement de l'école, tu te dis, mon Dieu, j'ai perdu 3 ans, j'ai pas appris à faire de Java, j'ai pas appris à C'est faire ce que j'allais te ça. dire, ouais. Et quand tu arrives en ESN, on te dit quoi? Tu sais pas faire de Docker, c'est quoi ton école de merde? Oui, non, mais en fait, c'est pas le sujet. Si tu veux acheter des certifs à l'appel, va dans une école privée et achète tes certifs. Mais ça t'apprendra pas à apprendre et tu sauras que les certifs que tu as achetés. Après, toi, le apprendre à apprendre, c'est quand même quelque chose de relativement inné pour toi. Tu pas forcément besoin d'avoir quelqu'un en face de toi pour apprendre, tu vois. Alors, ça peut porter préjudice parce que t'as personne pour te rendre des fois te donner le change, mais tu as quand même eu cette facilité, toi, de pouvoir assimiler les choses relativement de manière fluide, quoi. Ah, ça, je suis d'accord avec toi. Des fois, je me dis que l'école d'ingénieur, c'est peut-être plus les gens qui se ressemblent qui y survivent que vraiment une école qui forme des gens à être comme ça. Je sais pas, j'ai pas la vérité sur ce truc-là. On se projette un petit peu sur l'avenir. Donc là, le présent, c'est Perfect Post. Donc pour toi, là, il est accessible, il est arrivé à maturité, il est en prod. Tu me parlais de tes anciens projets avec des cycles de vie d'une année. Est-ce que tu vois comme ça aussi avec Perfect Post ou là, c'est différent? Ah non, là, c'est différent, ça fait 3 ans que ça dure. J'ai un peu plus de 35 000 utilisateurs quotidiens sur la plateforme. Et en termes d'abonnement, ça génère un chiffre d'affaires dont je communique pas actuellement. Mais ça suffit pour me payer un salaire. C'est très bien, il y a pas de problème à dire que ça fonctionne, hein, c'est cool. Donc non, c'est pas un projet qui a vocation à mourir, là. Au contraire, il va se développer. Ok, donc là, ton avenir à court terme, donc on reste sur de l'entrepreneuriat comme tu nous l'as fait comprendre, avec Perfect Post et ses évolutions. Est-ce que tu as la bande passante et l'envie d'être sur des projets transverses à Perfect Ah Post? non, là, j'ai plus la bande passante. Ouais. Enfin, je te dis ça, je fais quand même de l'associatif à côté. Puisque j'organise tous les ans des startup week-ends.
Donc je prends quand même le temps de faire des trucs, mais en fait en termes de projet tech, mis à part ce que je code pour ma maison, je code plus rien. Ok. Alors Jérôme, on revient à l'instant présent. Perfect Post, ton projet en cours qui maintenant du coup court depuis plus de 3 ans, qui ne cesse d'évoluer comme tu as pu nous le dire. C'est quoi la suite? Je vais te faire des révélations. Pour parler de la suite, je vais parler un petit peu de l'année dernière. Ok. Parce que tu vois, je vous dis que je suis tout seul, mais en fait, c'était pas le cas au début. J'ai toujours entrepris avec des associés sur toujours mes projets. Et en fait, ça c'est un truc qu'il faut savoir quand on entreprend, ça va toujours échouer à cause des associés. C'est pas mal. Non, mais c'est toujours le problème numéro un des projets. Et en fait, typiquement, l'année 2024, c'était une grosse année de merde parce qu'en fait, j'avais un associé qui était là et qui savait pas ce qu'il faisait là. Et qui voyait pas l'avenir et qui savait pas ce qu'il pouvait faire et qui savait pas ce qu'il pouvait apporter au projet. Et en fait, du coup, j'ai perdu 6 mois de mon temps à ce qu'il se décide à dire j'arrête le projet. Donc en fait, je dis que je suis tout seul parce que en fait, théoriquement, il était là, mais en fait, j'ai toujours été tout seul sur ce projet-là. Et j'ai perdu une année. Toute ma roadmap 2024 en fait n'a pas été déroulée à cause de ça. Et du coup, l'avenir de 2025, c'est que déjà, vu que je suis pas échaudé, j'ai une nouvelle associée qui arrive. J'ai des discussions qui sont en cours. Elle va bientôt faire son annonce sur LinkedIn. C'est une grosse pointure de LinkedIn qui va rejoindre le projet. Et du coup, l'idée de l'avenir sur Perfect Post, ça va toujours être un outil d'éducation pour aider les gens à être présents sur LinkedIn, à publier, etc. Et évidemment, les sujets qui vont arriver, qui sont assez brûlants, c'est les sujets d'IA qui sont là. Et en fait, j'ai vraiment envie de prendre le truc à revers sur cette truc-là. Je ferai pas de génération de posts, je ferai pas de génération de texte par IA. Par contre, je suis vraiment en train de travailler, c'est quasiment prêt, plutôt un assistant personnel qui va plutôt être là en mode coach et être la petite personne derrière toi qui relit ton post et qui te dit t'es sûr là de ça et t'as pensé plutôt à faire ça et à faire ça, etc., etc. Donc on exclut D'accord. pour la tête que dans les nuages le nom de... Non. De l'associé. Non, par contre, sans révéler la personne, cette personne, c'est une personne qui va venir, pas en tant que dev, mais en tant qu'expert LinkedIn, en gros, pour pouvoir te driver sur les réels besoins à l'instant et à venir sur la plateforme. C'est ça. Mais de toute façon, tous ceux qui me suivent le savent. On a déjà débunké le truc, même si on garde ça secret, c'est déjà plus secret. Et du coup, vous le gardez secret juste pour emmerder le monde. Non, non, parce que ça va se faire progressivement. Il faut aussi qu'on prépare un petit peu sa transition de sa communication de son côté. Faut pas non plus surprendre ses abonnés par rapport à son changement de carrière. Mais voilà. Ok, très bien. Jérôme, dans 5 ans, est-ce que tu sais ce qu'il pourrait être amené à faire? Est-ce qu'il y a des technos émergentes ou d'autres choses que tu aimerais bien explorer au niveau de l'entrepreneuriat qui, pour l'instant, soit sont inaccessibles, soit par manque de temps, soit par manque de moyens, soit par manque de connaissances? Non, le Jérôme, dans 5 ans, il fera la même chose qu'aujourd'hui. Et quand je dis la même chose, c'est peut-être pas Perfect Post. Ce sera même sûrement pas Perfect Post. Mais tu vois, monter des boîtes, c'est un boulot d'ingénieur, moi je dis. L'idée, c'est d'arriver. Tiens d'ailleurs, enfin cette petite anecdote, à ma remise de diplôme de l'école d'ingénieur, il y a une grande pompe de Enedis, je sais plus quel président de chez, je sais pas si c'est le président France Région, etc., qui se pointe et qui dit, en fait, un ingénieur, il est là pour résoudre des problèmes. Je vous ne souhaite que des merdes dans la vie. Et je sais pas, cette phrase m'a vraiment marqué. Et en fait, il a totalement raison. Et en fait, le boulot d'un entrepreneur, mais c'est aussi ça, en fait, c'est de détecter une merde et de se dire, attends, j'ai une solution pour toi, quoi. Pour toi, c'est ça ton moteur, c'est trouver des problèmes, les résoudre, optimiser les choses Ouais, tout le temps. c'est ça. Même pas sûr que ce soit trouver des problèmes, hein, parce que souvent c'est créer des problèmes. En fait, tu résous des problèmes que toi-même tu as créés. Il y Faut a bien qu'on alimente notre travail aussi. voilà, il y a un truc en matière de dev qui dit, être dev, c'est essayer de résoudre le crime, dont on est soi-même l'auteur et on n'est pas loin de ça, hein. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Tu te dis que là, tu vois, en ce moment, on parlait d'IA en début d'émission. On est en train d'automatiser des tâches qu'on s'est infligées nous-mêmes. Tu sais, là, on met des IA pour trier nos mails. Mais qui c'est qui, à la base, nous s'est infligé les mails? Enfin, c'est nous-mêmes.
Et des fois, tu relis ton code, mais qui est-ce qui a codé ça? C'est moi. Bon, d'accord. Donc après 15 ans de dev, toujours pas lassé. Non, toujours pas. Toujours pas. Mais tu sais, même le week-end, je continue à dev. J'ai au moins 4 Raspberry Pi à la maison. Dès que j'ai un projet open source que je peux lancer dessus, je le lance. Le nombre de cartes SD que j'ai flinguées à force de les flasher, de les réinstaller, de tenter des trucs. Enfin, non, c'est une passion, tu vois. Je me suis acheté un NAS, c'est juste pour avoir mes conteneurs Docker qui tournent dessus. J'ai pas stocké mes fichiers importants dessus. C'est vrai que c'est un peu le souci quand t'es dev de te dire en fait ça je peux le faire moi, et en fait tu réinventes la roue en permanence. Et je lisais un truc, c'est mon collègue qui me sensibilisait à ça. Et c'est un truc où, enfin un article où le gars disait mais en fait pourquoi réinventer la roue? Mais oui, il faut réinventer la roue parce que il faut comprendre de où, enfin pourquoi on en est arrivé là où on en est aujourd'hui, pour répondre à quelle problématique, pour pas avoir à un jour se dire ah bah est-ce que je résoudrais pas ce problème-là? Bah non, en fait on s'est déjà posé cette question-là. Pourtant il faut le résoudre. Tu vois, si j'ai un tips à donner sur des personnes qui se diraient j'ai envie de me lancer dans l'entrepreneuriat, mais j'ai pas d'idée. En fait, le truc le plus simple, c'est que tu fasses un copycat. Tu prends un outil que tu vois, que tu aimes bien, tu vas voir sur Trustpilot, etc. et tout, tu regardes là où les gens râlent, et tu dis ok, j'en fais le même, mais les gens ils râleront pas pour ça. Ou Ouais. alors tu vois un truc qui marche trop bien en Inde, je sais pas, je te dis ça au hasard, et tu te dis bah ok, je vais faire la version française de ce truc. Et c'est le meilleur moyen de lancer un projet, quoi. C'est bien, tu viens de sauter ma question de conclusion à l'entretien sur qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui veut se lancer dans Et ben je te l'entrepreneuriat dirais en le tant meilleur qu'élève. moyen de non, le deuxième meilleur moyen, c'est de devenir à Tours au mois de novembre pour un événement que j'organise qui est le Startup Weekend. Oh, la Bah promo écoute, masquée. réserve 2 places, on sera là. Ok, Novembre, tu veux dire. ouais, Et novembre. En vrai, moi ça me chauffe bien de venir voir votre Alors truc. pour ceux qui connaissent pas le Startup Weekend, c'est un principe d'un hackathon, tu sais, t'en as parlé dans le podcast que t'as fait. totalement de Code Garage. Je faisais la promo du Startup Weekend de l'année dernière. Je vais te dire qu'il y avait un gars qui avait parlé de ça et que ça m'avait hypé de ouf. Et ben c'est moi qui le fais. C'est un truc de dingue. Non mais en fait, Startup Weekend d'ailleurs, c'est pas une marque, enfin c'est pas un truc que j'ai créé, hein. C'est une marque qui est possédée par une société qui s'appelle Techstar. Et en fait, l'idée c'est que la société Techstar un peu cadre tous les Startup Weekend. Il y en a tous les week-ends dans le monde entier. Et l'idée c'est que en fait, à chaque fois que tu participes à un Startup Weekend, tout le monde ait la même expérience. Donc en gros, si tu as envie d'en organiser un dans ta ville, tu appelles Techstar, tu dis coucou, je voudrais faire un Startup Weekend à Bourges ou ailleurs. Et en fait, Techstar T'envoies la documentation. t'envoie la doc et t'envoies aussi une personne le jour J pour surveiller que tu respectes bien qu'il y ait les gens. Voilà. Et en fait, du coup, le principe, c'est se dire, allez, on va prendre 90 personnes, on les met tous dans une salle, du vendredi au dimanche soir. On essaye de faire un tiers de développeurs, designers et profil business. Et en fait, vous avez 48 heures pour monter une boîte. Et en fait, c'est un véritable coup de pied aux fesses parce que tu te rends compte qu'à 7, en 48 heures, mais t'as un boulot monstre. C'est incroyable. Et c'est vraiment une expérience à vivre. Et moi, mon rôle en tant qu'organisateur, on vous nourrit, on vous rappelle de dormir, de boire. On fait des petites animations. L'année dernière, on a fait un concert parce que c'était les 10 ans du Startup Weekend Tour. Et voilà, c'est une bonne ambiance, tout le monde s'amuse et c'est vraiment fun. Moi, ça me tente vraiment, vraiment, vraiment. Voilà. T'as organisé combien d'éditions du Startup Weekend, Jérôme? Le premier Startup Weekend à Tours, j'étais pas organisateur en 2013. Après, j'ai commencé à rejoindre le staff en 2014. Et après, il y en a eu 2 par an, mais j'ai été dans l'équipe organisatrice de 6 Startup Weekend. J'ai dû être jury 2 fois sur ceux d'Orléans ou mentor sur Blois, etc. Enfin, voilà, j'ai vraiment grand fan des Startup Weekend. On va tranquillement vers la pré-conclusion. Donc par pré-conclusion, j'entends la traditionnelle partie recommandations. Donc les recommandations, ça peut être un outil, une lecture, un film, une app, peu importe, quelque chose qui vous hype en ce moment et que vous souhaitez faire partager. Je propose qu'on laisse honneur à l'invité pour balancer sa reco. Dis-nous tout, Jérôme. Alors Marocco, c'est pas de la tech. Marocco, Ok. c'est un livre à lire. Et ce livre-là m'a pas bouleversé, mais c'était incroyable. Il s'appelle Factfulness. Je sais pas si vous l'avez lu, Ok. Factfulness. C'est un livre de Hans Rosling. L'intitulé, c'est Penser clairement, ça s'apprend.
Et en fait, ce gars-là est un docteur, chercheur en neurosciences, et cetera. Il a fait plusieurs TED et il a notamment monté un questionnaire qui est assez connu. Et en fait, c'est très intéressant. C'est des questions de culture générale sur l'état du monde. Et en fait, à tous ces TED, il faisait ce questionnaire d'entrée à tout le monde. Et tu remarques, peu importe ton niveau d'études, peu importe où tu vis, tu te trompes systématiquement sur le monde qui t'entoure. Et en fait, même des singes qui répondraient au hasard, ce QCM ferait mieux que toi. Et après, il démontre tous les biais cognitifs qui font que tu penses mal. Et ce livre est tout simplement incroyable. Et ce livre, excuse-moi, tu l'as abordé en ayant conscience que c'était ça, la promesse du livre, ou tu n'étais pas du tout au courant du postulat du livre? Le gars qui me l'a vendu m'avait dit tu vas voir, c'est une bouffée d'air frais, tu vas te rendre compte à quel point le monde dans lequel on vit va de mieux en mieux de chaque année. Malgré ce que les médias te disent que c'est C'est ce de que j'allais pire en dire. pire. Ça va plutôt à contre-courant de ce à quoi on est exposé. Exactement. Et en fait, dans dans les compositions des biais cognitifs, il t'explique qu'effectivement, de toute façon, on est beaucoup plus réceptif au négatif, parce que c'est notre instinct, etc. Que les médias, on peut accuser les médias, mais en fait, c'est pas tellement de leur faute, etc. Et je Ils vais pas répondent à un besoin finalement. c'est ça, je vais pas spoiler tout le livre, mais en fait, tu te rends compte. Le gars l'a écrit à titre posthume, son livre, il est mort en 2019. Et c'était assez marrant, c'est que dans une conclusion, il disait la pire des choses qui pourraient arriver, c'est une pandémie mondiale parce qu'on n'est pas prêt. Voilà. Et le livre est bouffé d'air frais, quoi. Et à la fin, tu ressors et t'es un peu plus humble et tu te dis, ouais, ok, en fait, je vais être d'accord sur le fait qu'il y a des choses que je sais pas. Et je vais arrêter de chercher une réponse simple à tout ce qu'on me propose. C'est très intéressant et je t'ai posé la question sur comment tu avais appréhendé cet ouvrage parce que je me demandais si c'était pas déjà un biais de se dire je vais aborder un livre qui va me remettre en question. Est-ce que ça suggère pas déjà tu vois? J'avoue, j'ai pas pensé. Mais C'est non, moi, ce qui m'avait trigger, c'était vraiment ce truc, tu vas te rendre compte à quel point le monde va bien. Tu l'as lu en anglais ou en Non, français? il a vraiment été traduit dans plein de langues. Ouais, Et- j'ai vu qu'il était en français. Ouais, il est dispo en français, c'est bien traduit. Et d'ailleurs, pour info, c'est un livre que Bill Gates a offert à tous les étudiants de je sais plus quelle fac. Parce qu'il avait dit c'est Ouais. le meilleur livre que vous lirez. C'est le truc qui, effectivement, quand je vois sur l'affiche d'une librairie en ligne qui ne vend plus que des livres, mais effectivement, qui dit citation de Bill Gates, un guide indispensable. Édition Flammarion. Voilà. si Bill l'a dit, Ouais. Bill et Jérôme, C'est ça. il n'y en aurait qu'un des deux, j'aurais pas eu confiance, mais là, Surtout qu'il y a un lien entre les deux, puisque Jérôme nous a dit qu'à l'époque, il mettait les disquettes de Bill dans l'ordre des couleurs. Hein. Ouais, Donc, c'est ça. tu vois déjà le j'ai eu lien de peur que tu me dises un confiance. truc bizarre sur où est-ce qu'il mettait les disquettes de Non. Bill, mais Le lien de confiance s'est fait déjà il y a un petit moment, tu vois. Néo, est-ce que tu aurais une reco ou... Alors ce sera pas une reco, ce sera une citation dans la suite directe de ma chronique, citation de Olivier Kempf en 2015, qui nous dit que il y a deux sortes d'entreprises, celles qui ont été piratées et celles qui ne le savent pas. Donc en fait c'est un général d'armée qui a traité du cyber et qui est donc expert dans le domaine. Ça passera pas dans le Je podcast. vois pas pourquoi tu voudrais la couper. Donc là, l'idéal serait que Néo me relance pour Oui. me dire et toi, Super Bokeh, est-ce que tu aurais une reco? Excuse-moi, je vais te relancer. Putain, vous êtes des professionnels en fait. Ouais, T'as vu ça, le backstage est dingue. Hein. Et ça se verra pas au montage, Non. ça sera... Et toi, du coup, Super Boki, ta reco pour le mois de février? C'est gentil de me demander. Alors, c'est une chaîne YouTube parce que parfois, il arrive qu'on ait une idée de quelque chose qu'on veut faire. Et un jour, on tombe sur quelqu'un qui le fait bien et mieux que ce que tu aurais pu faire. Et moi, il y a un truc que j'aurais adoré faire et que je fantasme depuis 2 ou 3 ans, c'est de monter des vieilles configurations informatiques de vieux PC et de les remettre dans leur contexte par rapport aux jeux d'époque et ainsi de suite, et vulgariser les choses pour les rendre accessibles aux gens en 2025, des machines des années 90, des années 2000, et d'expliquer un peu comment ça se passe. Et il y a un petit créateur de contenu, je dis petit créateur de contenu parce qu'il a à peine 4000 abonnés, qui a fait quelques vidéos à ce propos sur des vidéos d'ordinosaures, entre guillemets, si on peut les appeler comme ça. Le terme est sympa. Ouais. Et cette chaîne, ça s'appelle Ordinobsolète.
Donc en plus, c'est un créatif et quelqu'un qui aime bien les petits calembours. Et d'un point de vue réalisation, c'est très bien. Le storytelling est excellent. Et je me dis, en fait, l'idée que je le fasse, c'est caduque parce que pour moi, enfin, réinventer la roue sans mieux faire, il n'y a pas d'intérêt. Et j'adore vraiment ce qu'il fait. Et quand je dis petit créateur, c'est pas péjoratif parce que dans le sens où il a genre 4000 abonnés, mais il fait des vidéos qui font 30, 40, 50 000 vues, ce qui est énorme au prorata. Et voilà, c'est vraiment ma reco. Si vous êtes assez fan des configs d'avant, qui sentent bon le Pentium 2, le Pentium 3 et les cartes graphiques AGP, allez voir. Ça donne un petit vent de nostalgie avec une belle prod. Voilà, donc c'est la chaîne de Ordine Obsolète. Impec, merci. On arrive sur la vraie conclusion. Jérôme, ton actu, tu nous as déjà un peu parlé de ce qui allait arriver. Est-ce que tu peux nous dire où on peut te retrouver sur les internets? Le plus simple, c'est sur LinkedIn. Il suffit de chercher Jérôme Essler avec un H. Ou dans les notes de l'émission, j'imagine que vous êtes des pros. Exactement. Tout à fait. Le type qui fait les On marquera chapitrages. Jérôme Essler avec un H. Le type qui fait les chapitrages fera ça. Où on voit d'ailleurs que tu es un véritable influenceur LinkedIn avec presque 13 400 abonnés. Quelqu'un qui compte. Donc, LinkedIn, d'autres plateformes ou D'autres essentiellement canaux ou- LinkedIn? Ah non, vraiment LinkedIn, je poste que là. Ok. On enchaîne sur Néo, de l'actu. Alors de l'actu, pas spécialement. Mon challenge pour le mois de février, c'est de doubler mon nombre d'abonnés sur Mastodon. Ce qui Ok. devrait pas être bien compliqué. Si Jérôme s'abonne à mon compte, on aura déjà fait la moitié du chemin. J'ai pas de compte Mastodon, donc je suis désolé. Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, Bon, moi, aïe. ça tombe bien. En fait, j'ai pas de cible, donc évidemment, je peux me permettre d'être sur Mastodon. Voilà. Non, franchement, ce serait funny de voir du monde sur Mastodon s'abonner à mon compte. Je n'y poste pas grand-chose, mais voilà, ce serait un fun fact. Tu sais te vendre en plus. Ouais, t'as vu ça? J'ai un compte, je mets rien dessus. Abonnez-vous. J'ai une actu, ça va être le sondage qui va être associé à cet épisode. Pense Que je n'aurais pas. écoute, tu sais quoi? Justement, ça pourra nous. Ah non, j'allais dire non. En fait, je le fais que sur la plateforme Spotify, donc c'est pas sûr. Je vais chercher sur Apple Podcast s'il y a un truc similaire. Je ferai un sondage sur LinkedIn et puis voilà. Ah oui. Exactement. En tout cas, voilà, sur Spotify, qui représente quand même 40% de notre audience, Ah ouais, il y aura un petit sondage pour savoir un petit peu ce que vous attendez du format de diffusion. Voilà. Votez. Côté actu, ça va être un peu le running gag par rapport à l'épisode 1. J'avais parlé de mes soucis de mettre une ligne Free Pro sur mon lieu de travail, où je ferai peut-être une recommandation Free Pro. Si je ne la fais pas, c'est que c'est toujours pas bon un mois après. Donc mon actu est pas forcément très positive. Je veux comme faire un petit clin d'œil à la promotion TAI que j'ai accompagnée pendant 2 ans en vue d'obtenir leur titre de technicien d'assistance informatique. Ils ont passé leur titre et les résultats ont été globalement très très bons, donc je suis très content pour eux et j'espère que voilà, ils arriveront à trouver soit une formation de niveau supérieur qui les conviendra, soit un emploi dans l'informatique. Si cet épisode vous a plu, pensez bien entendu à le partager, à laisser un avis ou à vous abonner sur vos plateformes préférées. Donc on va pas toutes les énumérer, mais bon, Spotify, Apple Podcast, Deezer et tutti quanti. Ça vous prend 30 secondes et c'est ce qui nous permet de nous rendre visibles. Jérôme, on te remercie une nouvelle fois de nous avoir accordé du temps. Tu vois, on est à 2h24 d'enregistrement. On t'avait pas menti. 120 minutes, pile. Bravo. C'est ça. En tout cas, nous, on vous donne rendez-vous en mars pour une nouvelle émission. D'ici là, prenez soin de vous et restez curieux. Salut! Salut tout le monde.